bug. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'hebdo du vendredi. Comme chaque semaine, nous sommes là pour vous présenter et mettre en avant donc un titre et notamment son auteur. Un titre, voire plusieurs en tout cas. Et en ce vendredi, l'invité prestigieux que je vais faire rentrer en scène dans 3, 2, 1, hop, il me semble prêt, c'est Tony Emerio. Hop, salut Tony. Salut! Ah, regardez ce magnifique décorum, on est bien chez l'ami Tony. Donc, Ouais. bon, tout d'abord, Tony, je te remercie d'être là. Ça va être l'occasion, en ce vendredi de parler d'une série, dont le troisième tome et volume sort donc, la semaine prochaine. C'est Papy Génial, notamment. Et pour l'occasion, je me suis dit que ce serait intéressant que l'on revienne un petit peu sur, l'entièreté de ton parcours, qu'il soit, lié à la jeunesse et pas que, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc, hein, comme on dit. Et notamment, je pense que pour initier ce début, évidemment, enfin, même si moi je te connais, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Je peux te laisser te présenter un petit peu, qui es-tu? Quel est ton nom, ton matricule, tout ça? Tu peux faire? 955. Alors, c'est GM 955 GZ en fait pour la Yaris hybride qu'on a en ce moment. Mais c'est un leasing, donc on va en changer bientôt. Ça, c'est pour le matricule. Non, sinon, moi, c'est Tony Emerio. Tu l'as dit déjà à plusieurs reprises. Du coup, je fais de la bande dessinée depuis un certain nombre d'années. J'ai pas fait le compte. Je, je sais pas. On excède la dizaine d'années, mais c'est venu sur le tard me concernant. J'ai commencé en tant qu'auteur jeunesse. C'était quoi ton parcours Du avant coup, la BD? Tiens, tu disais à tu es mon venu sur le parcours avant la BD. ouais, Jusqu'à quoi? Enfin, en partant de la maternité, en partant de. ouais, c'est ça. 1er jour de naissance, qu'est-ce que tu as pensé? Ton premier souvenir, tout ça? Non, non, non. Après, moi, j'ai un parcours en fait scolaire assez classique, hein. Du coup, collège, lycée, fac de lettres, parce que j'ai toujours été un littéraire. Pas du tout un scientifique, pas du tout un matheux, pas du tout versé dans les sciences. Dès que j'ai eu l'occasion d'arrêter, euh, je l'ai fait et j'ai complètement squeezé ces matières-là de mon cursus. Euh, Même si je reconnais leur importance, hein, c'est juste que du coup, ça me fait chier. Chaque fois qu'on essaie de m'inculquer un truc scientifique, concrètement, du coup, il y avait. Attends, je suis en train de dire en même temps, mais du coup, voilà, ça me perturbe. Donc, ouais, dès qu'on essaie de m'inculquer un truc scientifique, finalement, c'est comme si on essayait de faire une greffe et que du coup, il y avait un rejet. Et puis après, je me suis trouvé au niveau des arts appliqués parce que je savais que ça avait quelque chose qui était en rapport avec le dessin. C'était un truc qui me plaisait énormément depuis que j'étais tout gamin. Alors après, c'est toujours pareil. En fait, tu baignes dans un environnement familial qui est un peu flatteur où on te dit, voilà, enfin, vraiment, tu dessines super bien. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est dans ton giron proche en fait que les gens n'ont pas forcément de culture graphique et du coup se disent que voilà il y a un potentiel chez toi, mais dans les faits, franchement, j'étais pas du tout un bon dessinateur. Je considère encore aujourd'hui que j'en suis pas un bon, enfin en tout cas que je suis pas un bon dessinateur, que je suis pas un dessinateur qu'on va qualifier d'instinctif. Ou du coup voilà, je vois toujours des collègues pour qui ça a l'air très facile. Et pour moi, c'est pas forcément un truc très évident. J'aurais adoré dessiner différemment. Bon, après, l'histoire s'est un peu déroulée comme ça. Voilà, j'ai le style de dessin que j'ai aujourd'hui. C'est un style de dessin aussi qui m'a, entre guillemets, alors c'est pas la seule raison, mais ça m'a amené vers la jeunesse, forcément. Parce que chez Comics Initiative, entre autres choses, je scénarise également Paria, qui est un récit plus adulte. Évidemment que j'allais pas pouvoir le dessiner, notamment avec les thématiques qu'on allait aborder et l'ambiance qu'on essayait d'instaurer. Donc voilà. Alors après, il faut pas non plus mettre que l'accent sur mon dessin en termes de j'ai fait ce choix de la jeunesse. Non, c'est aussi un univers dont moi personnellement je suis jamais sorti et qui thématiquement m'intéresse parce que je trouve qu'il y a une richesse dans la littérature jeunesse, dans dans la bande dessinée jeunesse aussi également, une espèce je sais pas, c'est très bigarré. Voilà, moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Et puis, naïvement, au tout début, je me suis dit, voilà, on s'adresse à des enfants, donc ça avait des choses assez faciles à réaliser. Et dans les faits, pas du tout.
C'est pas parce qu'on s'adresse à des mômes que c'est plus simple à faire, bien au contraire. On s'adresse à des mômes et c'est très compliqué, donc c'est des exercices narratifs qui sont euh, bah, parfois plus raides à mettre en place que quand on écrit pour les adultes. Par exemple, Paria, ça va peut-être paraître un peu curieux, mais est plus simple pour moi à écrire que ne l'est Papy Génial. J'ai carrément digressé là pour le coup au niveau de la C'est pas grave. question. C'est pas grave, de toute façon, on se raccordera à toutes les branches au fur et à mesure. La petite, la première chose, en tout cas, aussi à voir, c'est celle, en tout cas, qu'on peut se poser, c'est, tu disais que, voilà, tu es venu progressivement à la BD, et cetera, mais, à l'origine, est-ce qu'on peut, heu, est-ce quelles sont tes influences? Tu as été bercé par quoi en termes de lecture, plus jeune? Gamin, Quelles en BD, euh, quelles sont, oh, tu vois, comment tu as évolué par rapport à ça avant toi-même de te voir congratulé par tes proches pour tes qualités de dessinateur juvénile. et puis après arriver dans le vrai monde. Bah du coup non, bah alors en fait ce qui te nourrit, bien évidemment, ce sont les lectures que tu fais mot. Mais moi j'ai été biberonné à Astérix grâce à mon père parce qu'il avait toute la collection et même à l'époque c'était assez marrant. Enfin marrant maintenant avec le recul, j'essaie de racheter ma dette, mais quand j'étais môme, je me posais pas la question de tiens on peut pas dessiner dans une BD. Et il avait une collection d'originaux d'Astérix. euh, qui aujourd'hui devrait valoir pas mal de pognon si je ne l'avais pas lacéré, laminé, dessiné dedans, déchiré des pages, etc., etc. Donc je me suis fait vraiment plaisir avec les premières itérations de Lucky Luke et de Lucky Luke d'Astérix, pardon. Et ça reste un souvenir de lecture jusqu'à mon début d'adolescence euh, très très effervescent. Moi, je me souviens de les lire tous les soirs et de voilà d'essayer de comprendre en fait alors peut-être pas à l'époque, c'était pas conscient, mais si je les relisais, c'est parce que j'y éprouvais du plaisir déjà dans un premier temps et j'avais essayé de piger en fait comment Goscinny, le scénariste, arrivait à nous tenir en haleine sur tout un album avec un rythme complètement dingue de vannes, de péripéties. Encore une fois, moi je leur dis mon admiration pour Goscinny, elle est sans borne. Et du coup, je trouve que c'est très musical ce qu'il fait, c'est une espèce de partition. Je crois que j'avais déjà évoqué ça la dernière fois qu'on avait fait une émission, et je vais saucer encore On s'en fout, Goscinny. Mais il je le trouve mérite. qu'effectivement, les gens qui passent derrière lui, que ce soit Fab Caro ou que ce soit les autres scénaristes avant, c'était Ferry, il me semble, si je dis pas de Oui, ouais. conneries. Ouais, c'est ça. Euh, du coup, enfin, sont pas aussi bons. Alors, c'est pas à leur faire offense que de dire ça, mais je trouve qu'il y avait une science chez Goscinny qu'on ne retrouve pas, quoi. Une espèce de recette assez unique qui, moi, m'a énormément marqué, hein. Du coup, c'est vrai que j'ai le ton de la vanne dans toutes mes productions. J'essaye, même dans Paria, maintenant, on commence à insuffler un peu d'humour parce que c'est très difficile En mettre. de se refaire, quoi, et de se dire, bah non, je suis un auteur sérieux, je vais faire un récit qui va être grave du début à la fin. Non, ça, c'est des choses que j'y arrive pas. Donc ouais, Astérix très tôt vraiment dans mon panthéon de lecture. Et puis après les C'était Strange, plutôt, très vite. Vas-y. avant ça, c'était quoi? Tu parlais surtout de Goscinny, mais c'était surtout l'aspect narratif, humour qui te plaisait dans Astérix. Le côté visuel du Derzo, c'est quelque chose que tu aimais autant, moins? Il y avait une différence par Ah, rapport à ça? c'est une réussite à tout point de vue, hein. Moi, j'ai très vite été attiré par ce qu'on appelait vulgairement les gros nez. Du coup, alors t'avais Maurice qui rentrait dans cette catégorie-là, t'avais Boule et Bill, et cette espèce de rondeur dans le trait, ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et aussi le fait que tous ces gars-là, au départ, dessinent en fait avec des personnages qui sont simples en fait dans leur construction, qui sont très charismatiques graphiquement parlant. Il y a aucun débat là-dessus, mais qui sont simples dans leur construction. Et ça, c'est vraiment un truc qui moi, m'a marqué en me disant, putain, mais en fait, quand on décompose, au départ, c'est des ronds, des carrés, des triangles, et c'est ça le dessin, finalement, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est un truc que j'applique encore aujourd'hui, avec mes faiblesses, hein, sans se comparer à un Uderzo, bien sûr. Mais je trouve qu'à cette époque-là, il y avait une science du mouvement, il y avait quelque chose qui, oui, oui, clairement, en fait, fonctionne aujourd'hui comme une Madeleine de Proust, mais qui a été un élément très fondateur dans ma vie de lecteur et d'auteur. Et après, j'ai C'est toujours continué avec ça, avec cette espèce d'appétence pour les formes simples, pour les concepts forts déclinés à partir de formes simples. Je prends l'exemple
Du Muppet Show, qui c'est pareil, je suis tombé très tôt dans le Muppet Show, gamin. Enfin, je passais énormément de temps devant la télévision. J'avais des parents qui étaient. Bon, c'était l'époque où on se posait pas trop de questions hein, sur pas d'écran avant 3 ans. On en avait rien à foutre de ça. Et je les en remercie parce que du coup, j'ai pas fait de oui, je suis pas devenu un psychopathe après par la suite parce que j'ai passé trop de temps sur les écrans où j'espère être pas devenu trop con. Mais dans l'idée, voilà, j'ai pu découvrir à l'époque à la télévision plein de choses qui, bah, du coup, ont nourri mon univers créatif tel qu'il est aujourd'hui. Et ça, ouais, ça a été un choc en fait, le truc. Au départ, ça me faisait flipper. Je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait un côté très flippant. Mais après, quand on y réfléchit bien, Jim Henson, en fait, c'est un mec qui a développé des marionnettes qui sont, pour la plupart, hein, d'une espèce de simplicité incroyable. On prend Kermit. Kermit, c'est une manique avec deux moitiés de balles de ping-pong qui sont posées dessus, et ça y est, ça te fait un personnage. Et lui, il arrive en disant à des producteurs de l'époque, voilà, je vais faire un show où on va avoir pléthore de personnages qui vont être foutus comme ça. Bien évidemment que Kermit ne ressemble absolument pas à une grenouille dans la vraie vie, mais ça marche, quoi, avec des textures, avec des couleurs qui sont très criardes, avec parfois des personnages qui sont peut-être un peu plus réalistes, comme Peggy, par exemple, où là, on lui met des yeux, on lui met... Mais même sans ça, en fait, c'est vraiment très minimaliste, et ça reste très vivant. Et puis au niveau de l'écriture, c'est pareil, c'était juste dingue ce qu'ils arrivaient à faire avec très peu de moyens. Tu vois, finalement, c'était des marionnettes fourreaux, comme on appelle ça, à la tataillée. On met sa main dans le cul de la marionnette et puis Kermit, finalement, c'est juste, on met la main au niveau de la tête, ça bouge, et puis on a deux baguettes pour faire bouger les bras, et ça y est, après, c'est le taf de l'animateur, enfin, du marionnettiste de donner vie à Kermit. Donc, il faut vraiment travailler fort, fort, fort sur la personnalité du personnage et que chacun ait un truc bien distinct. Et ça m'a fasciné très rapidement. On est sorti complètement des lectures, mais dans l'idée, en tout cas, en choses qui m'ont marqué graphiquement parlant, ouais, je retiens ça, je retiens Astérix pour vraiment les premiers émois de lecture, et puis le Muppet Show après par la suite. Est-ce qu'on en parle des deux Ah, ça, c'est rameurs? plus tardif, hein, parce qu'au début, ils sortaient pas de leur théâtre. Mais oui. Tu te rappelles de leur... Je crois que c'est toi qui te rappelles de leur nom, non? De Non, ces non, deux non, personnes. justement, j'étais en galère là. Ça m'arrive des fois de me rappeler, il doit y avoir un Waldo dans l'histoire, mais après, je sais plus. Statler Et c'est vraiment et l'écueil fort que j'ai, enfin, en tout cas, le manquement fort que j'ai sur le Muppet Show, c'est que je suis infoutu de me rappeler de leur nom. Ah, c'est nul. Je les ai bien évidemment en figurine, ouais. mais je ne me rappelle pas. Leurs noms sont Statler et Waldorf, Waldorf, ouais, pour c'est ça. info, et Statler et c'était Waldorf. le nom en fait de deux hôtels new-yorkais. C'est le Ok. Statler Hilton et le Waldorf Astoria. Voilà, d'où viennent le nom de ces deux personnages, les deux Et vieux ne serait-ce que râleurs. ça, c'est une idée de génie, en fait, de foutre deux vieux qui pourrissent le spectacle et qui chient sur tout le monde. C'est tellement ça, les vieux. Ils passent leur temps à regarder ce qui est fait. Je trouve ouais, il y a une belle allégorie avec ces deux personnages. Et je trouve que, bah, voilà, le Muppet Show, pour moi, c'est la base, quoi. Enfin, c'est la base. Il y en a d'autres des bases, mais ça fait partie des bases. Moi, je dirais que c'est presque une donne qu'on peut constater, c'est que en fait, tes lectures de jeunesse, en fait, sont aussi celles qui représentent tes inspirations aussi en termes de dessin. Quand tu attaques un sujet comme la jeunesse ou les BD humoristiques, là où c'est moins le cas dès l'instant où tu veux faire un récit plus adulte, puisque comme tu l'évoquais tout à l'heure, avant qu'on se focalise sur la jeunesse, enfin sur cette partie-là de tes influences, Paria vient plutôt, on va dire, d'inspirations qui sont plutôt arrivées à l'adolescence, en fait, post-Astérix, post-BD jeunesse, plutôt comics avec Strange, comme tu commences à l'évoquer, c'est ça? Ouais, 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 ouais. Strange. Alors, c'était marrant parce qu'en plus, moi, je suis issu d'un petit village de 3000 habitants, donc il fallait vraiment aller chercher le Strange. Il y en avait un dans le seul bar tabac, maison de la presse de la commune. Fallait Et pas qu'il y ait j'étais deux tombé dessus lecteurs. une fois. Comment? Je dis, fallait pas qu'il y ait deux lecteurs. Non, un. Bah, Il il fallait pouvait y avoir deux s'empêcher. lecteurs, mais en fait, il y avait vraiment. Moi, j'avais à peu près calculé le mensuel parce qu'à l'époque, tu n'avais aucune info là-dessus, quoi, sur quand est-ce que ça sortait très exactement. Et j'avais pigé que c'était un mensuel du haut de mes 8-9 ans, je crois, si je dis pas de conneries. Et que voilà, bah, un mois, c'est 30 jours. Il fallait que je revienne 30 jours, mais quasiment tous les jours. Donc, en revenant de l'école, je faisais un crochet dans le bar tabac
maison de la presse, et je scrutais le Strange. Et il y avait cette appréhension, tu sais, bien, il y en a un autre qui est passé, qui l'a pris, il fait chier, quoi. Je reverrai pas. Et dans mon esprit de l'époque, en fait, il y avait juste ma commune de naissance, Trémentine. Tu te disais pas, tiens, je vais peut-être aller demander à mes parents d'aller à la ville un peu plus loin ou dans le centre commercial local. Il y a peut-être une autre maison de la presse avec d'autres Strange à dispo. Non, non, c'était vraiment une espèce de quête, quoi. Et ouais, j'étais attiré par. Je crois que la couverture à l'époque, c'était pas celle-ci, mais c'était un. Et je crois que c'était Moon Knight et du coup le Spider-Man qui, de mémoire, jouait une espèce de rôle où Moon Knight incarnait le méchant, Spider-Man le gentil, tout ça pour faire la nique à la mafia. Euh, et je me souviens me dit putain c'est quoi ce truc et bah je l'ai acheté et après bon bah voilà les Strange Special Origins, les Nova, les Titans, j'ai découvert très rapidement des équipes euh, comme les X-Men en fait dysfonctionnels, comme les Nouveaux Mutants, comme Excalibur. Enfin ça a vraiment été des trucs. Après je remarquais très vite que même si les comics ça me parlait parce que je suppose que j'étais dans cet âge où on apprécie plus ou moins les bandes dessinées où ça se bastonne, où on va dans l'espace, où il y a des héros charismatiques, des méchants qui le sont tout autant. C'était des thématiques qui me parlaient fort à l'époque, mais il y avait toujours en fait ce goût pour la déconne et j'appréciais notamment Excalibur pour ça, pour son côté décalé très anglais, parce que du coup Excalibur est une équipe anglaise. Euh, même alors il y avait moins d'humour bien sûr, mais les Canadiens de Division Alpha, c'était un truc qui me plaisait quoi. J'aimais pas les ténors en fait, ça m'emmerdait. Alors j'étais très client de Spider-Man parce que je pense que la force de ce personnage, c'est que moi adolescent, je lisais ça, il était peut-être un poil plus vieux que moi, mais en tout cas, il traversait des émois que je pouvais traverser. Et je pense qu'à l'époque, en tout cas, moi, au niveau timing, ça a plutôt bien fonctionné. Mais ouais, encore une fois, il y avait un goût assez prononcé pour la déconne, pour l'humour décalé, pour les petits éléments qu'on ajoutait. Et c'est vrai que enfin, j'ai ça en tête, en fait, Excalibur et les Nouveaux Mutants sont mes meilleurs plaisirs de lecture, si je devais citer deux équipes, qui sont dysfonctionnelles, hein, c'est vraiment des gens qui se foutent sur la gueule à longueur de temps, qu'on a mis ensemble, qui essaient de vivre en communauté, alors qu'au départ, c'est pas du tout gagné. Et je crois que c'est pas étranger non plus à la création de Paris. Il y a eu d'autres trucs qui se sont greffés par-dessus, après, par la suite, que ce soit Et, Umbrella Academy ou même la Brigade Chimérique. Mais je crois que peut-être le début, c'est ça. En fait, j'avais pas réfléchi à la question et en parlant, je me rends compte qu'il y a peut-être ce côté-là. puis une des donnes qui est commune, on va dire, à Excalibur, New Mutants, si je dis pas de bêtises, je n'en dis pas, je crois, c'est que c'est toutes les deux des J'espère. séries ça m'arrive, c'est arrivé, enfin, c'est toutes les deux sont scénarisées par Chris Claremont, en fait, qui a été Ouais. vraiment on va dire, le grand architecte, finalement, discret, mais omniprésent de Marvel dans les années, fin des années 70 et 80, on va dire, jusqu'à aller tout début 90 éventuellement. C'est aussi une vraie différence, et, en tout cas dans la manière d'aborder les choses de ce qui se passera ensuite chez Marvel, avec des scénaristes qui tournent un peu plus, qui sont un peu moins impactants, entre guillemets, sur toute la création. Et c'est vrai que, en tout cas, le côté Claremont, de ce côté-là, a eu son importance, parce qu'on a vu aussi beaucoup de dessinateurs assez incroyables durant ces années-là, que ce soit il y a eu du Bill Sienkiewicz sur les New Mutants, si je ne dis pas de bêtises, du Alan Ouais, bien sûr. Davis, et je passe évidemment les Marc Silvestri, Jim Lee, etc., avec qui il va travailler pendant des années. En tout cas, voilà, on va dire, c'est une autre période formatrice de ton côté. T'avais décroché un peu de la BD à ce moment-là, ou c'était plus le côté strange me Non, passionne pas? non, 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 jamais, jamais, je menais de front. Alors c'est marrant parce que tu es dans un espèce d'âge un peu con où tu dis, ah putain, je continue à lire Boule et Bill, non, c'est bon, il faut que je passe à autre chose. Et du coup, Strange a jamais réussi à détrôner ça. C'est-à-dire que j'ai toujours été très pluriel dans mes lectures et puis très attaché aussi à des trucs qui, bah, du coup, m'ont touché très jeune, très rapidement, et du coup, tu t'y attaches forcément. Donc ouais, non, il n'y a pas eu de désaffection. Je suis pas passé à autre chose. J'ai pas de mode en fait. J'ai pas de mode. Je peux très bien concrètement. Enfin, si j'ai des modes dans l'absolu, mais j'ai pas de.
tout ça derrière moi et c'est fini, quoi. Je veux plus jamais en entendre parler. Non, non. Je suis plutôt j'ai plus un syndrome de Diogène au niveau des lectures, à savoir, je ne m'interdis pas de lire, encore une fois, des trucs pour la jeunesse, au gré des envies, au gré des humeurs. Très souvent, le soir, ça m'arrive en fait bah là, en fait, vous voyez pas dans l'atelier, mais il y a quand même pas mal de bandes dessinées. Et je Je confirme. pioche au hasard des envies, je regarde un titre et j'essaie de voir ce que ça m'évoque comme souvenir. Je me dis, ah, est-ce que je suis dans le mood pour lire ça? Allez, banco. Mais non, 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 Strange a jamais enterré Astérix, Tintin, enfin les lectures de base, comme on pourrait dire vulgairement. Bien sûr que Et, non. et Heureusement d'ailleurs. si je sais que t'es pas un grand lecteur, en tout cas grand consommateur de manga, l'arrivée des animés dans les années 80, c'est quelque chose qui dérivait entre guillemets des mangas. C'est des choses comme ça aussi qui ont forgé un petit peu ton imaginaire. Je pense à Bah, des Albator peut-être. oui, 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 bah, comme je disais, j'ai passé énormément de temps devant la télé et c'était même, putain, des marathons le mercredi à l'époque, on n'a plus ça aujourd'hui, mais je crois que Dorothée trustait l'antenne du matin jusqu'au soir. On faisait un petit break avec le journal de 13 heures, mais ça reprenait très rapidement. Et pour moi, c'était une fête. Je pense que j'étais pas le seul, hein, bien sûr. Ah non. Mais voilà, quoi. Et tu ressortais avec les yeux rougis, t'étais même groggy, t'avais passé tellement de temps devant la télé que t'étais complètement abruti, mais t'étais content parce que t'avais fait une overdose d'univers qui étaient radicalement vraiment différents les uns des autres. Et effectivement, Albator, Ixor particulièrement, enfin ouais, tous ces trucs-là, tout ce qui était des animés, mais pareil, en fait, Albator fait partie de mes souvenirs. C'est pas les souvenirs les plus prégnants, en fait, que ce soit Goldorak ou autre. C'est vrai que j'entends toujours les potes parler d'Albator, Goldorak. Il y avait quoi d'autre? Il y avait au niveau des super-héros de l'époque, enfin des super-héros de l'époque japonais, bien sûr. Est-ce que Ken le Cobra. survivant, Alors, ouais, Ken le Survivant un peu plus tardivement, mais il y avait Cobra aussi que moi j'assimile un petit peu à cette période-là. Il y avait Jace, les concurrents d'Elmire, Capitaine Flamme, merci Hélène. Euh, et j'étais attiré par ça, mais c'était le côté, encore une fois, sur Cobra, c'est lui qui emportait l'adhésion, parce que Cobra, je trouvais qu'il y avait une espèce de folie dans les scénarios proposés. Euh, il y avait tout un univers complètement déconnant. Et puis encore une fois, cette espèce d'attitude un peu nonchalante de Cobra voilà. Donc un goût très prononcé pour la connerie assez rapidement. Et puis pour bah, les univers qui, graphiquement parlant, étaient un petit peu différents. Et j'ai tout de suite été, moi, vachement marqué par... si je devais en retenir un de cette époque-là particulièrement, ce serait Sherlock Holmes, avec les premiers pas de Miyazaki en termes de réalisateur à l'époque. Vraiment. D'ailleurs, je trouve, enfin, c'est con à dire, mais je les ai revus il y a pas très longtemps et je trouve qu'on ressent en fait quand c'est Miyazaki qui réalise et quand c'est confié à ah d'autres oui, réals. ah oui, 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 Euh, je confirme. voilà. Mais ouais, dès le générique, en fait, cette espèce de code graphique assumé complètement, où du coup on voit Moriarty en fait se barrer en sous-marin, et puis il y a des hordes de flics qui lui tombent dessus. Le sous-marin va sous l'eau, c'est pas possible qu'il reste dessus. Donc ouais, ça c'est vraiment les trucs qui m'ont vraiment marqué. Encore une fois, je trouve qu'il y a un goût pour le côté un petit peu on se prend pas vraiment au sérieux. Le problème de ouais, et puis rien enfin graphiquement parlant, c'est juste C'est génial incroyable. quoi. On est dans du Tex Avery, on est dans du euh, Tiens, juste pour ah, l'anecdote, tant que j'y pense, il faut quand même se dire que à l'origine, sur, sur Cobra, qui à l'origine est adapté d'un personnage de Buishi, comment ça s'appelle, Terazawa. L'origine, le personnage de Cobra est inspiré de. Jean-Paul Belmondo, Exactement, voilà, c'était juste pour le ouais, dire. Là où, évidemment, qui est Hayao mort trop Miyazaki. tôt. Bah il y a Exactement. pas de il y a pas Là, il n'y a pas de Jean-Paul. d'inspiration Là, il n'y a spécifique pas de si ce n'est Jean-Paul. les personnages de Conan Doyle et puis du coup il s'est dit voilà quel est l'animal le plus malin enfin en tout cas celui qui est réputé être le plus malin dans le règne animal bah bien évidemment c'est le renard donc ils en ont fait un renard mais avec des gueules juste incroyables quoi. Donc ouais, déjà plus d'appétence pour cette thématique et ces graphismes-là assez rapidement. Et Après, t'avais j'en ai lu, bouffé, hein, pléthore. Hein. et t'as lu ou pas le Miyazaki dérivé du coup de son premier long métrage occidentalisé entre guillemets qui avait quitté pour le coup
le Japon qui était le Nausicaa, la princesse du vent, parce qu'avant il y avait eu Oui. un autre long métrage, mais qui était resté à l'époque au Japon. Pour le coup, est-ce que tu avais lu le pendant BD Non. de Nausicaa? Je sais qu'il est sorti a posteriori, mais il y a un Ouais, phénomène un peu curieux qui fait qu'une fois que tu as vu une œuvre animée, tu as moins envie de lire la bande dessinée. Enfin, en tout cas, sur moi, en tout cas, en tant que lecteur, ça marche comme ça. je Et, vais te, je vais euh, je vais te forcer. Je et- vais te forcer parce que c'est tellement encore plus grandiose. mais La BD. pareil, ouais, ouais, effectivement, que c'est beaucoup plus grandiloquent. Et bah, de toute façon, il a le temps de s'installer. On est un peu sur un phénomène pour reprendre en fait les animés de l'époque qui ont pu me marquer. Akira, par exemple. Euh, Kira, Katsuhiro Otomo, bah, bien évidemment que du coup, quand on lit tous les tomes, l'histoire est d'une richesse beaucoup plus ample que ce à quoi on a droit avec le long métrage d'animation. Mais Même si je bah, là, préfère pour le moi, coup, j'ai réussi à lire les. Comment? je dis même si moi, pour le coup, j'ai une petite préférence pour l'animé que je trouve plus digeste. La BD reste monumentale, hein, c'est pas le débat, hein. Oui, bien sûr, la BD reste monumentale. Et puis, bah, du coup, j'ai un peu le même parcours que toi parce que du coup, j'ai vu l'animé avant de lire la bande dessinée. Et je me souviens vraiment, à l'époque, il y avait une émission avec un mec avec une casquette qui du coup qui parlait de Japanimation, mais à un niveau un peu plus adulte que ce que proposait Dorothée. Même si bon, bah, après, on pourrait s'entendre. Encore, on parlait tout à l'heure de, justement de Ken le survivant. Et voilà, et typiquement, c'était absolument pas calibré pour notre âge à Bah, l'époque. ce qui est quand même génial, c'est que ce soit Ken le survivant, Nicky Larson, City Hunter, entre guillemets, le nom original, en tout cas anglophone, de Nicky Larson, sont quand même à l'origine des mangas qui étaient plutôt adultes, entre guillemets, et qui ont été Ouais, bien sûr, ouais. laissés au crible on va dire, des téléspectateurs d'une émission censée être jeunesse par le biais de petites coupes dans les dessins animés, mais surtout d'une grosse dose d'humour, que ce soit dans les jeux de mots et le détournement d'attention pour éviter de montrer qu'effectivement, dans Nicky Larson, il y a des moments d'excitation un peu qui ne correspondent pas forcément à ces âges-là. Qui Donc, était supprimé d'ailleurs, qui était carrément coupé à l'époque. Et puis pour la petite histoire, Ken le survivant, il y avait eu une grève des doubleurs qui bah, se rendaient compte en fait de la violence des scènes qui pouvaient émailler les épisodes et avaient dit non, non, nous on veut pas doubler ça. Et je pense qu'ils n'avaient pas eu le choix. C'est pour ça qu'il y a un doublage qui est très curieux en fait. On se retrouve avec des trucs genre de l'école du haut couteau de cuisine ou avec des jeux de mots et puis des voix de méchants qui disent ah tu m'as tué, tu m'as fait bobo, comme on retrouve aussi dans Nicky Larson. Et c'était vraiment les doubleurs de l'époque qui s'étaient dit ok on peut pas faire grève, mais par contre on va vous pourrir les épisodes. Ça a jamais en fait je les ai jamais nui. pourris en vrai. C'est ça, Ça ça a les a jamais jamais. nuit en fait. Et c'est même devenu culte après par la suite grâce à ce petit comment dire, ce petit vent de révolte un peu inoffensif qu'avaient proposé les doubleurs de l'époque. Donc c'est assez marrant comme anecdote de revoir ça après. Et donc, avec toutes ces influences, si tu commences, on va dire, à te rapprocher du monde de la BD, donc après un petit parcours, comme tu disais, scolaire, etc., comment en arrives-tu Et je suis quand même allé jusqu'au bac, attention. Oh, et avec mention qui plus est. Ouais. Qui le dit-tu? Et donc, non, ce que j'allais dire, c'est pour les débuts en BD, il y a notamment une chose qui, à mon sens, est intéressante, c'est de voir que dès le début, tu fais un lien. Enfin, moi, le premier album que j'ai noté, sur lequel tu as bossé, c'est celui-là. Ouais. Tu as peut-être fait des choses avant, en tout cas. Oui, oui, je naviguais déjà en fait dans l'univers de la bande dessinée, mais je faisais partie de la boîte qui fait bœuf, mais j'avais rien édité avant. La première vraie production, c'est en tant que scénariste, c'est Power Interim, qui a connu des jours assez courts chez Soleil à l'époque. Bon, C'était assez court. On a été via la, prépublié pendant un an dans. Comment? dans l'Enfeust, c'est ça, dans l'Enfeust Mag? Ouais, dans Feu, l'Enfeust Mag. Et puis, bon, bah, comme souvent à l'époque, du coup, l'album a fini par ne pas se faire pour des raisons obscures que je vais pas étaler là maintenant, mais voilà, cet album n'a malheureusement jamais existé. C'était avec Gildo au dessin. Gildo qui est un ami. Et c'était ma première vraie Pourquoi le proposition précipiter? scénaristique à l'époque. Ouais.
ça a préfiguré un petit peu Sticky Pants, qui a suivi des années après, parce qu'on était dans l'univers des super-héros. Je me suis servi un peu de mes lectures et entre guillemets, de ma culture, des comics, de mes connaissances pour écrire Power Interim, qui était une agence d'intérim de super-héros, parce que on se faisait le constat finalement que il peut pas y avoir toujours un super-héros au bon endroit au bon moment. C'est pas comme dans les comics, ça peut pas fonctionner comme ça. Enfin, en tout cas, à l'époque, j'avais remarqué ça. Je m'étais dit, tiens, Batman, en fait, il est en train de, il est posé sur le toit d'un immeuble et comme par hasard, au carrefour juste en bas, et il se passe un truc. Donc lui, il saute. Daredevil, c'était pareil. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de choses comme ça. Je me dis, c'est juste pas gérable dans la vraie vie. Donc je m'étais dit, une agence d'intérim de super-héros avec une nana qui les recrute, qui les appelle, qui a besoin, qui est en cheville avec la police, etc. Et puis après, ça amène des gags complètement débiles. Je crois qu'on avait Waterman, le mec qui maîtrise l'eau. On avait Zapman, un mec qui se téléporte. On avait Strongman. Enfin voilà. Il y avait rien de vraiment compliqué et de sérieux dans cette proposition. Et on a fait ça pendant un an et c'était assez chouette. Puis bon, ça n'a pas vu le jour. Et la première incursion, moi en tant qu'illustrateur, c'est effectivement aux éditions du Toucan, qui était une entreprise TF1, pardon. C'est Olivier Supio qui est venu me chercher parce que sinon je pense que je n'aurais jamais franchi le pas de monter un dossier, de faire des propositions aux éditeurs. Voilà, j'étais toujours dans cette phase où on dessine dans son coin, on se dit putain, ce serait tellement bien d'en faire son métier, mais on n'y croit pas suffisamment et du coup on reste un petit peu à végéter de manière infructueuse. C'est-à-dire que je dessinais, mais voilà, c'était pour mon bon plaisir, peut-être pour me flatter, pour que les copains me flattent mais j'étais pas dans cette dynamique-là, quoi. Et aussi bien comme scénariste, hein, concrètement, scénariste, j'écrivais des choses. On me disait que c'était bien, mais c'est pareil, je n'en voyais rien. C'est Gildo qui est venu me chercher à l'époque et qui a dit il faut qu'on fasse un dossier. Et puis, alors Gildo est venu me chercher en tant que scénariste, et puis Olivier Supio est venu me chercher en tant qu'illustrateur. Et on est parti sur un livre jeunesse qui s'appelle Le Pro des robots. Parce qu'il avait l'opportunité, lui, de placer des projets dans cette maison d'édition-là, qui était venu le chercher pour faire des produits dérivés de Marie Frisson, sa série à l'époque chez Glénat. C'était des petits livres pêle-mêle. C'est des livres avec des languettes, en fait, sur 3 étages, qui sont sur la hauteur, au niveau du tiers. Et puis, du coup, tu mélanges et ça te donne des compositions un peu curieuses, un peu étonnantes, un peu rigolotes. Ils en ont fait 2 bouquins. Et puis après, Olivier a proposé, tiens, ce serait bien qu'on fasse une série qui s'appelle Le Pro des. Le Pro des robots pour moi, et puis le Pro des dinos pour Olivier. Au solo, hein, parce que en l'occurrence, c'est Olivier qui écrit et moi qui dessine. Ouais. Et on est parti là-dessus. Et ça a été très, très compliqué pour moi parce que Olivier, ça faisait déjà des années qu'il était passé pro et que c'est quelqu'un avec qui c'est très bien de travailler, qui a une exigence assez folle et dont il fallait un peu se départir aussi au niveau de sa proposition graphique. C'est-à-dire qu'il m'avait fait ce qu'on appelle un storyboard dessiné, même si c'était de l'illustration jeunesse, il y avait quand même des scènes qu'il avait dessinées, en plus des textes qu'il avait écrits. Et il Ouais. fallait essayer de s'éloigner de ça, de ne pas rester emprisonné dans sa proposition graphique. Et c'est très compliqué parce qu'Olivier a une empreinte graphique qui, moi, me parle, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes thématiques, on n'est pas du tout dans les mêmes traitements graphiques, etc. Mais on est un peu de cette école Hansonienne, pris par Tex Avery. C'est très toon, en fait, ce qu'Olivier propose, même si c'est très unique, hein, graphiquement parlant. Il y a quelque chose qui me parle et où je me retrouve. Voilà. Donc il fallait essayer d'avoir son identité propre et éviter un petit peu les, euh, les propositions, mais avec énormément de bienveillance. On a fait ce premier album, bienveillance de la part d'Olivier, bien sûr. On a fait ce premier album avec toute la pression que ça implique, hein. Ça reste un premier album et ça restera toujours mon premier album. Mais voilà, ça a été vraiment le début des hostilités me concernant. Et puis le point de départ de tout le reste jusqu'à aujourd'hui où on est en train de parler de mon dernier album. Ouais. Et pour le coup, derrière, tiens, on va faire un rapide topo en fait des différents titres sur lesquels on a pu te voir à l'œuvre. Ouais. Notamment, moi, je suis en train de regarder un petit peu dans l'ordre, etc., d'exécution. Ensuite, pour moi, sauf erreur, est-ce qu'on a enchaîné avec celui-ci directement?
Sauf J'ai noté erreur, ouais. 2003. Non, il y a Alice, en fait, qui est en auto-édition, qui s'inscrit avant Sticky Exact, Pants. Euh, exact. Je le c'est un- montre d'abord. Faisons dans l'ordre, faisons dans l'ordre. et Alice, qui est un, alors c'est même plus la première, ça Ouais, c'était c'était une la première proposition. proposition que j'avais faite. Finalement, c'est devenu autre chose après par la suite. Je l'ai là. Je peux le Et puis moi, montrer éventuellement. je crois qu'il est là-bas. J'ai pas besoin d'aller très loin. L'atelier est pas super grand non plus. Ouais, je suis passé sur un truc beaucoup plus sobre entre guillemets, où il y a juste le titre avec un fond rouge qui annonce la couleur, et avec des illustrations qui n'ont pas grand-chose à voir avec du coup ce que j'avais pu faire je vais essayer d'en trouver une qui a un peu de gueule quand même. Ce que j'avais pu faire sur le pro des robots. Voilà, on est vraiment sur un roman illustré, typé 19e, etc. J'ai ce que j'appelle aujourd'hui la photo colocrado. Du coup, j'ai conscience d'être sur un récit typé 19e, euh, qui évoque le rêve, enfin l'onirisme, voilà, toutes ces choses qui me parlent. Et il fallait voilà, que je trouve un alibi graphique, enfin en tout cas un argument pour tomber ces illustrations. Et comme Lewis Carroll était un portraitiste aguerri, enfin, en tout cas il avait assez de pognon à l'époque pour se payer un appareil photo, il faisait des portraits. Son truc c'était le portrait en photographie. Bon, et après je vais arrêter, hein, bien sûr. Euh, et bah du coup voilà, je me suis dit je vais faire des illustrations avec beaucoup de photomontage, avec des visuels un peu fatigués, comme si les affres du temps étaient passés par là et avaient un peu lissé, passé les couleurs, gratté les angles et puis faire quelque chose de très enlevé, de très onirique. Donc ça c'était vraiment une expérience solo. Dans l'idée en fait, je crois que j'avais Ouais, même pas proposé cet album-là. J'en avais parlé aux éditeurs, mais je suis c'est pas ce que sûr j'allais d'avoir dire. envoyé aucun dossier. C'est ce que j'allais dire. Et Tu l'avais proposé sur Ulule vraiment il y a très longtemps, en fait. Quand je regarde, c'était en 2012. ah bah, Donc, ça doit être 2008 si je dis pas de conneries, hein. j'ai 2012, Non? moi, écrit sur la campagne. 2012? Ok, bah tu vois, Ouais, c'est encore un peu plus tôt. Non, donc, 2008, c'est Power Interim, pardon. 2012, donc ouais, ça fait 13 ans très exactement. Et bah, du coup, j'en avais discuté avec les éditeurs, hein. Ils m'avaient dit, bah écoute, les Alice, il y en a plein. On en a déjà fait un il y a pas très longtemps. Et en plus, le timing foireux faisait que Burton faisait ses films pile poil à ce moment-là. Donc, je passais pour un opportuniste. Alors que c'est juste que le texte me parle de manière vraiment très marquée. C'est viscéral, hein, mon rapport au texte d'Alice au Pays des Merveilles. Je ne saurais pas l'expliquer. J'ai zéro explication là-dessus. Mais en tout cas, ce texte-là, bien plus que tous les autres, me parle. Il y a James Matthew Barry avec Peter Pan. Il y a Jules Verne aussi également, qui sont vraiment des univers qui m'interpellent. Euh, parce qu'ils appartiennent pour beaucoup au 19e, un peu au 20e, bien sûr. Mais du coup, ça évoque des choses passées et avec des univers graphiquement, enfin visuellement très forts en tout cas. Et du coup, c'était un bonheur. Après, ce bouquin-là, il est génial dans le sens où il y a très peu de descriptions, descriptifs en tout cas sur les personnages. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut finalement. Et c'était ça ce qui me plaisait, au-delà du récit complet, puis surtout de restituer le texte intégral, parce que Walt Disney, comme souvent, a fait beaucoup de mal là-dessus. Il y en a encore qui pensent que c'est Walt Disney qui a fait Alice au Pays des Merveilles. C'est vrai, d'un certain point de vue, mais non, c'est surtout Lewis Carroll, Charles Ludwig Johnson de son vrai nom, qui a écrit Alice au Pays des Merveilles, Alice de l'autre côté du miroir, La chasse au snark, etc. Et tout un pan de récits dans cet univers-là, le fameux Wonderland. Donc non, non, c'était un caprice de ma part. Clairement, je devais faire ce bouquin-là pour passer à autre chose ensuite. Et le ensuite, effectivement, au niveau timeline, t'es bon. C'est Sticky Pants. Sans comment dire, sans sans lien. ouais, sans lien, sans transition, bam, comme ça, voilà, Oui, sans ouais. préliminaire, rien du tout. Sticky Pants juste après. Mais bon, après, ça montre aussi que bah, on est pluriel et qu'il y a des moments, je suis plus dans une forme de poésie assumée qu'on peut retrouver avec Alice au Pays des Merveilles, et d'autres fois dans la connerie pure et dure avec Sticky Pants. Le seul truc qui lie à chaque fois, c'est que c'est des choses qui ont été macérées un peu pendant l'enfance. Sticky Pants,
au-delà des blagues de cul qui sont vraiment inhérentes au monde des adultes, bien sûr, c'est plus l'univers des super-héros et de la parodie qui, moi, m'intéressait. Et puis là, Alice au Pays des Merveilles, j'ai eu l'occasion d'avoir des bouquins un peu light hein, quand j'étais gamin en main. Et c'est vrai que cette histoire-là, notamment avec le Disney, il faut quand même rendre hommage un peu à Disney là-dessus, c'est qui m'a fait découvrir l'œuvre. Donc ouais, à chaque fois, à l'origine, c'est l'enfance, quoi. Même sur Sneaky Pants, c'est un peu curieux de le dire comme ça, mais c'est plutôt le matériau de base, en fait, les super-héros. Et ce bouquin-là, ouais, alors c'est une chouette histoire parce que j'ai fait ça avec Xavier, qui est un copain d'atelier comme Olivier, un ami maintenant, enfin un ami depuis très longtemps maintenant, mais Olivier étant un ami, Gildo étant un ami, voilà, c'est vraiment des piliers que j'ai rencontrés à cette époque-là à la boîte qui fait bœuf. Donc beaucoup de choses sont nées à la boîte qui fait bœuf, même ce qu'on va voir par la suite. Cet atelier a été quand même très fondateur pour moi et m'a permis de rencontrer les bonnes personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler après par la suite. C'est un Et là, atelier qui celui-ci, on Angers, était en... Ah, pardon. peut-être bien de préciser que la boîte qui fait bœuf est basée dans la ville d'Angers. Ouais, exactement, pardon, ça me paraît tellement évident que j'oublie d'en parler, mais effectivement, c'est un atelier historique sur Angers, qui existe encore aujourd'hui au moment où je parle, qui est un tout petit peu déplumé par rapport à l'époque où il y avait tous les membres, mais il existe encore et toujours, et il a toujours la même vocation de dispenser des conseils aux gens qui aimeraient faire de la bande dessinée, et celles et ceux qui offrir un lieu de travail à celles et ceux qui voudraient travailler sur des projets pour pouvoir les éditer après par la suite. Et Xavier, de mémoire, était déjà parti en Suisse à ce moment-là, vivre en Suisse, pas pour des raisons fiscales, hein, c'est juste que du coup, il a suivi sa compagne qui a eu un poste en Suisse. Et on a échangé par téléphone. Voilà. Et pourquoi je l'ai appelé lui? J'ai pas de souvenir spécifique. Je pense que son dessin, je trouvais qu'il collait plutôt bien à, à ça. Et puis, de mémoire, j'avais avec Xavier une certaine. On avait beaucoup d'acquaintances, bien sûr, mais une propension à aimer la connerie et la parodie. Et c'est un truc sur lequel on s'est retrouvé. Et je sais que je l'avais choisi aussi, ça me revient maintenant, parce que lui, il en a rien à foutre des comics. Mais rien de rien. Enfin, c'est vraiment un truc, il trouve ça même ridicule que des personnages puissent enfiler des costumes en lycra ou en spandex pour aller sauver le monde. Ouais. Superman, en fait, hein, tel qu'on le voit sur la couverture, là, pour le coup, c'est jamais un mec qui met un slip par-dessus par-dessus un legging complet, quoi. Donc, c'est un peu ridicule. Pour la parodie, je me suis dit, putain, en fait, c'est le gars rêvé, quoi, parce il va dès le dessin, avant même la vanne, en fait, rendre ça ridicule, quoi. Et bah, du coup, il s'y est illustré à merveille, bien sûr. Donc ouais, Sticky Alors, Pants, on était parti pour faire un blog, et on se posait pas la question de savoir si on allait l'éditer ou non en bouquin. Et le blog a très très bien fonctionné. Et puis après, les éditeurs sont venus nous voir en nous disant on aimerait bien l'éditer, mais bah, par contre, il y a des trucs qu'on va devoir censurer. Et on avait été assez cons à l'époque pour dire non. Je crois que c'était Delcourt hein, qui nous avait contacté pour nous dire on l'édite, mais par contre, on a un droit de censure. regard, des trucs qui passeront pas. Et on avait fait bah non, allez vous faire foutre. Enfin, on avait dit ça gentiment, bien sûr, mais l'idée c'était ça. L'idée c'est que c'est un projet en fait qui s'épanouit parce que il est outrancier. Parce qu'on se fout pas vraiment de limite. Alors, bien sûr que si, on s'en fout, mais dans l'idée, voilà, faut que ce soit trash, quoi. Parce que sinon, ça devient moins drôle. Si on s'est censuré sur un truc comme ça, je pense que les gens l'auraient senti, l'auraient vu, alors que là, dans l'idée, on était suffisamment couillon pour ne pas penser aux conséquences. Et on a fait ce blog-là. Alors, au départ, au niveau du blog, c'était facile parce qu'on était anonyme, il n'y avait pas nos noms. En fait, c'était juste le Lycra, ça colle et ça moule les bollocks à l'époque. Euh, on a changé le titre à la dernière minute parce que à partir du moment où c'est devenu un bouquin chez Monsieur Popcorn, il a fallu se poser la question du Lycra, et le Lycra n'est pas une matière, mais c'est une marque. Et on aurait eu des soucis avec bah, la dite marque, surtout qu'on ne vantait pas les mérites de la matière dans la bande dessinée. C'était plutôt le contraire. Donc c'est devenu Sticky Pants, qui est une expression anglaise qui veut dire bah, littéralement pantalon collant. Mais ça vaut pour éjaculation précoce. Donc le ton a été donné, même si peu de gens le comprennent et le savent, mais en tout cas, Sticky Pants, c'est un truc pardon, assez musical. Et les gens s'en sont emparés très rapidement et on a fait 3 bouquins, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est le premier, en couverture bleue. Le deuxième, le Goes On. Ouais, on était très subtil au niveau des titres, mais Sticky Pants, ça continue. Et ça continue et ça colle et ça moule toujours les bollocks, bien sûr. Et puis le troisième, Crossover, où on s'amuse un petit peu
Ah, Ah, bah, encore toi, une tu fois, es un rapport avec l'enfance qui est très appuyé, où on s'amuse à malmener un peu les héros de vos enfances et de nos enfances aussi. Euh, il y a même un gag sur Alice au Pays des Merveilles, j'avoue, dont j'ai un peu honte encore aujourd'hui, hein. Mais voilà, c'est pour le boulot. Donc il y avait Zelda, Link, les Gremlins, ouais, qui sont là. On fait avec Alien, on fait avec Totoro, on fait avec les Gardiens de la Galaxie, Wall-E, Mario Kart, Mon Petit Poney, bien sûr. Winnie l'ourson aussi, qui prend très très cher, Winnie l'ourson. Enfin voilà, tout le monde est passé un peu à la moulinette des super-héros façon Sticky Pants. Et, et euh, et après, Monsieur Popcorn a été revendu à Kennes et du coup, ça a été la fin de l'aventure Sticky Pants. Mais c'était parti sous les meilleurs auspices parce que ça reste aujourd'hui, enfin me concernant, peut-être pas pour Xavier, maintenant qu'il a sorti un bouquin chez Glénat sur sa deuxième passion, l'écologie. non, Euh, ouais. Ça reste mes meilleures ventes, moi, clairement. Et, euh, et pour le coup, tiens, si, juste pour la petite annotation, hein, ça y est, Ouais, visiblement, en tout cas, la production d'un Gremlins 3 est officielle. Voilà, ça c'était juste pour ça y est, ok. ouais, C'est une comme très ça, bonne nouvelle. Après, j'ai très peur que ce soit des CGI, mais tant c'est pis. ça. Espérons que. Hop. Et sinon, ensuite, bah, tu as continué, on va dire, aussi dans une veine un peu humour adulte avec Laboratoire. Ouais, c'était ma période post-adolescence. Et du coup, voilà. Alors là, c'est avec Michael Roux que j'ai pas rencontré à la boîte qui fait buzz. C'est l'exception qui confirme la règle. Michael Roux que j'ai rencontré, je sais plus où, mais je l'ai rencontré. Et pareil, grosse appétence pour la connerie. Et puis, je crois que Michael, en fait, c'est aussi un auteur jeunesse. Et on avait besoin d'un petit exutoire et on avait fait Laboratoire ensemble, qui est d'une connerie affligeante. On avait fait un sticker à l'époque par les auteurs de Sticky Pants, c'est Confession d'un canard sextoy. Voilà, donc on se retrouvait un petit peu là-dessus. Et Sticky Pants qui a eu un petit succès quand même malgré tout, et Confession d'un canard sextoy aussi également. Et on s'était dit, tiens, pourquoi pas proposer, toujours chez Monsieur Popcorn, qui était un peu le seul éditeur qui nous laissait faire nos bêtises à l'époque, proposer des strips et avec pour thématique, à la place du cul chez les super-héros, finalement la maltraitance animale dans le milieu de la recherche. Et c'est devenu laboratoire. Voilà. Je crois qu'on avait tous les poncifs. On avait déjà en fait le Prenez note Brigitte, qui est un truc. Voilà, Brigitte qui est finalement. Alors ça pourrait passer pour un truc très sexiste au départ, mais finalement c'est un peu la seule qui a. Alors sur la couverture, évidemment, c'est pas flagrant, flagrant, la pauvre, elle prend cher, mais c'est la seule qui a un peu les pieds sur terre. Les trois autres qu'on avait subtilement appelés Jean-Michel, Jean-Pierre et Jean, je sais plus, ça fait tellement longtemps, mais Jean quelque chose, à tel point que c'était le bordel pour Michael de se retrouver entre les trois personnages, et que des fois on a des inversions de dialogue avec des persos qui doivent pas forcément dire ce qu'ils doivent dire. Ouais, c'est la seule qui a les pieds sur terre et c'est la seule en fait qui prend pas de décision, qui est pas une psychopathe, qui est pas une obsédée sexuelle, qui est pas que les trois mecs en fait cumulent un peu tous les défauts des mecs, enfin de l'entièreté de la genre masculine. Et on a fait deux albums. Donc le premier était c'est dire si on était con quand même à l'époque. Le premier, c'est de la maltraitance animale. Et sur le deuxième, on était toujours un peu sur la maltraitance animale, mais aussi un petit peu, encore une fois, sur de la scatologie. Donc voilà, il y a des thématiques très appuyées sur les deux albums tels qu'ils sont sortis. Et c'est marrant pour la petite histoire parce que c'est autant Sticky Pants, on n'a jamais eu aucun courrier. Ouais, voilà, le fameux caca baleine. Alors, sachant que Laboratoire, dans le premier tome, se termine sur un espèce de plot twist, voilà, quelque chose qui amène ensuite au deuxième. Et sur le deuxième, on est sur un hommage appuyé. On parlait de Gremlins tout à l'heure, Joe Dante avec l'aventure intérieure, où ils sont à l'intérieur de quelqu'un. On ne sait pas trop. Et là, visiblement, ils sont plutôt du côté voilà, des reins ou de ce qu'on appelle vulgairement le côlon. Mais voilà, il y a un peu de science dedans, mais pas trop quand même. Énormément de conneries. Et ça a été un petit plaisir pendant deux albums de travailler avec Michael Roux, que j'ai retrouvé ensuite, du coup, parce qu'il fallait qu'on se rachète un petit peu de nos conneries, euh, sur Rouillot Biscotto, ouais, effectivement. Et je crois que j'ai pas terminé mon anecdote. Il me semble, en fait, on a eu des courriers de lecteurs, enfin de plaintes, par le biais de l'éditeur et sur des sites sur Laboratoire.
que sur Sticky Pants, on n'a jamais été emmerdé à aucun moment. Enfin, on n'a jamais été emmerdé, on n'a jamais eu de gens mécontents, parce que du coup, à la limite, ils ont tout à fait le droit de le dire et de le signifier. Mais sur Laboratoire, on sentait que la maltraitance animale est un sujet qui passe quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien que d'autres choses. Donc c'était assez marrant de le noter, parce que bien évidemment, je ferai jamais de mal au moindre animal. J'aime les animaux, et tout ça, c'était pour la vanne. Mais bon, Et après, encore une fois, ton chat l'humour peut n'est en pas attester. forcément reçu de la même manière. Pardon? Je dis ton chat peut en attester. Et Rulio Biscotto après, qui est arrivé, voilà, toujours avec Michael Roux, qui a connu une première itération chez Monsieur Popcorn à l'époque, qui s'appelait Rulio Biscotto. Et enfin, faut pas s'y tromper. Ensuite, c'est ressorti chez Kenes, et ça s'appelait La Bande à Rulio. Mais alors, le dessin de Michael a bougé, bien évidemment. On a refait les couvertures sur lesquelles je scénarise et sur lesquelles je fais également la couleur. Sur cette série-là particulièrement, parce que Michael Roux est un feignant qui ne veut pas faire de couleur. Voilà, je le dis comme ça. Non. Et on a eu 4 albums. C'est une série que j'adore, moi personnellement. Je suis très très fan de ce qu'on a fait. Alors toujours la science du timing, en fait, c'est sorti à la période de Coco. Peut-être que ça a un peu aidé les ventes au départ, mais je suis même pas sûr de ça. Mais voilà, on est dans un monde où un petit luchador, un petit catcheur mexicain évolue au gré d'un Mexique qui serait en Dia de los Muertos, la fête des morts là-bas, euh, permanent. Donc, on côtoie très facilement des squelettes, des fantômes. Ça ne choque personne. C'est aussi un peu un hymne à l'acceptation de la différence, Rulio Biscotto. C'est un truc qui ressort pas mal dans mes écrits. C'est pas moi qui m'en étais rendu compte, c'était quelqu'un qui me l'avait fait remarquer. Voilà, l'acceptation de la différence, en fait, et du coup, le vivre ensemble. Alors après, de manière très ludique, hein, bien sûr. Mais voilà, on peut côtoyer des trucs qui habituellement font peur et qui sont pas vecteurs de peur, en tout cas dans Rulio Biscotto. Et il y a 4 tomes sortis. Et à chaque fois, toujours C'est pareil, en fait, des espèces d'hommages très appuyés. Le deuxième, en fait, c'est une course qui se passe dans le désert, qui est vraiment un hommage très appuyé au Fou du volant, les Wacky Races, qui est encore une fois un truc assez fondateur chez moi. Les Hanna-Barbera, c'est pareil, c'est des choses que j'ai bouffé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hanna-Barbera, pour celles et ceux qui ne voient pas, bah, c'est les Fous du volant, mais c'est aussi également plus connu Scooby-Doo et plein d'autres choses, bien sûr. C'est un des studios qui a marqué les esprits des jeunes Américains. Peut-être un peu moins en France, c'est peut-être un peu moins arrivé jusqu'à chez nous, mais quand même un petit peu malgré tout. Et je sais que voilà, ça fait partie des approches graphiques et scénaristiques qui moi, m'ont beaucoup parlé. Et on a fait 4 tomes de Rulio Biscotto. Et encore une fois, je regrette que ce soit terminé, parce que c'était des chouettes moments avec Michael. C'est des trucs sur lesquels on s'était très entendu. On était très libre au départ avec Monsieur Popcorn sur les premiers tomes. Donc on avait demandé à des copains de faire des fan art. On avait demandé à des copains d'écrire des histoires. Richard Petitting, pour ne pas le citer, a écrit une histoire. Et puis après, d'autres se sont frottés à l'exercice. Et on avait fait des jeux à découper dans l'album. Alors après, on pouvait faire des photocopies des pages, ou les scanner, bien sûr, mais on n'avait pas eu la présence d'esprit de faire un do-it-yourself dispo sur Internet. Donc du coup, on avait dit, allez-y, découpez dans votre album. Et non, c'était des chouettes bouquins, parce que au même titre que Papy Génial, sur lequel on reviendra très certainement tout à l'heure, il y avait ce côté, on a l'histoire, on a le récit tel qu'il est, et puis après, on va un peu plus loin que ça. On emmène le truc pour peut-être assurer de la relisibilité, ou en tout cas prolonger le plaisir de lecture. Et il y avait ça déjà dans Rulio Biscotto, et on le prolonge bah, grâce à toi, ta proposition, Michael, sur Papier Génial. Donc ça, c'est vraiment des trucs que moi, j'affectionne de faire, quoi. et Euh, hop, autre et série qui était ensuite, sortie un peu avant comment? normalement, un peu avant Rulio, si je dis pas de bêtises, c'était un Rulio peu est avant. un petit peu avant. Après, ils se sont chevauchés, parce que Rulio a continué sur 4 albums et fait les Ouais. citrouilles sur 2 seulement. Mais ouais, ça s'est chevauché. C'était l'époque où j'avais vraiment une carte à jouer chez Monsieur Popcorn. Et du coup, voilà, je leur faisais des propositions. Et Félix Citrouille, c'était l'occasion de travailler avec Pauline Casters, que j'ai rencontrée à la boîte qui fait bœuf, avec qui on s'est relativement bien entendu, qui, elle, pour le coup, n'est qu'une autrice, enfin, qui n'est qu'une autrice, faut pas que je le dise comme ça, ne veut faire que de la jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas envisageable de proposer à Pauline un récit adulte comme celui de Paria, par exemple. Elle ne souhaitera pas le faire, ou Sticky Pants encore moins.
Mais voilà. Et avec Pauline, on se retrouve sur la jeunesse et on a créé ce petit personnage de Félicitrouille, qui est un épouvantail à tête de citrouille. Voilà, le Félicitrouille. Subtil jeu de mots dans le nom. Et c'est une enquêtrice, Félicitrouille, qui enquête au sein du manoir qu'on voit sur la première couverture qui est tout au fond. Voilà, en arrière-plan. Euh, Ce fameux manoir au sein duquel se passe pléthore de choses et notamment des mystères qui émergent. Dans le premier, les bijoux de la comtesse ont disparu. La comtesse qui n'est rien qu'un fantôme qui vit dans un tableau. Et Félicie mène l'enquête. La subtilité de ces albums-là, c'était que c'était des livres-jeux. Du coup, on proposait aux enfants de ne tourner la page qu'une fois qu'ils avaient résolu le jeu. Donc, au sein des cases, on peut très bien, à un moment donné, avoir un, un, un- un ascenseur à l'ancienne avec un mécanisme et il faut essayer de comprendre dans quel sens, en fait, tirer la manette en fonction des différents engrenages qui composent le mécanisme pour pouvoir passer ensuite à la page suivante. On avait des jeux de différence, on avait des labyrinthes, on avait des. Et pareil, en fait, les retours des lecteurs qu'on avait eu sur ce titre-là, c'était que les mots m'adoraient et surtout, ils les relisaient. Et ça, c'est quelque chose qui revient fréquemment et c'est un des Ah ouais. trucs qui peut me faire le plus plaisir au monde, à savoir, ils le lâchent pas, ils le relisent très souvent. Je te Et confirme, hein, c'est une chose que Adam, c'est une des séries que Adam relit régulièrement, mon petit de 5 ans. Et en tout cas, vous avez remis le couvert ensuite avec Pauline sur une autre série, un peu après, qui était Lola ouais, Presque Super. bah, chez Donc, Kenes, cette fois-ci, parce que, bah, encore une fois, Monsieur Popcorn avait été racheté par Kenes. Et on en a profité à l'époque, plutôt que de baisser les bras en disant bon, il va falloir qu'on cherche un autre éditeur. On s'était dit tiens, on va aller chez Pépère là, vu il a racheté le club, autant lui proposer des joueurs. Et on s'est retrouvé avec cette série. Alors c'est un peu une commande, enfin c'est un peu une demande de la part de Pauline. Je crois elle avait envisagé ce personnage-là avec son plus jeune fils Jules. On avait Lola presque super au départ et Lola presque pas peur. Presque super parce que Lola, dans son esprit, se prend pour une héroïne. Elle est persuadée d'avoir des pouvoirs alors que c'est pas le cas. C'est dans sa tête que ça se passe. On sait pas trop, hein, finalement. Du coup, on est un peu témoin de ça, mais on n'a pas d'indice fort sur le fait que du coup, c'est une héroïne ou non. Mais voilà, tout un chacun décidera si du coup c'est une grosse mytho ou si c'est réel. Ça appartient au lecteur de choisir. Et sur le deuxième, en fait, on s'occupait des phobies de chacun. Donc on délestait un peu le côté super-héros, même s'il était encore là. Et on s'occupait des phobies de chacun, et notamment les vacances où chacun va dormir enfin, ils vont tous dormir ensemble sous une tente. Euh, Va être le prétexte d'évoquer les petites phobies de chacun qui leur pourrissent un peu l'existence et qui sont des espèces de secrets et qui, bah, du coup, une fois mis au grand jour, vont devenir beaucoup plus faciles à vivre et à assumer. Et à soigner aussi, peut-être, si tant est qu'on puisse soigner une phobie. Je pense que oui, mais voilà, il y en a certaines qui sont tenaces. et après, il y a une autre. Alors, si, tiens, avant de parler d'une autre collaboration Ouais. un autre auteur que l'on connaît bien, hop, il y a aussi dernièrement, c'est sorti dans. Avec Leroy, ouais. Alors Leroy, Ouais, on m'a marié avec Leroy. Du coup, je connaissais pas Leroy du tout avant. C'est Kenes. Enfin, c'est Kenes. C'est Daniel Bultrez, à l'époque directeur de collection jeunesse, qui m'a proposé de travailler avec ce jeune homme qui faisait déjà un titre dans la même collection de moi sur la première itération de Papy Génial, qui s'appelait, je sais plus en fait, Ésope le loup, je crois, c'est ça, pour les références aux fables d'Ésope, sur qui La Fontaine a grappillé pas mal de choses. Euh, et voilà, ils sentaient que Leroy avait un potentiel. Ils se sont dit, tiens, on va lancer une série jeunesse. Et nous ont mis en contact et Leroy m'avait dit qu'il avait un truc avec des pirates de l'espace et qu'il aimerait bien travailler dans cette direction-là. Et en ayant réfléchi un petit peu, bah, du coup, les pirates de l'espace, ça me parlait pas plus que ça. Je me suis dit que j'allais pas réussir à dépatouiller un truc vraiment concluant. Et puis surtout des gags, en fait, comme ça, qui sont des gags une page. Alors c'est tout à fait possible, hein, bien sûr, mais voilà, j'avais pas d'accroche, j'avais pas de choses qui me parlaient. Et je me suis dit, on peut garder en fait cet univers des pirates et on peut le transposer
dans un univers où on reprend finalement la grande thématique de l'île au trésor. Donc, on est vraiment dans la thématique des pirates de Stevenson. Et le jeune héros, Jim Hawkins, finalement, alors, on change un petit peu aussi la donne, mais voilà, il y a un gamin contre des adultes. C'est ça aussi ce qui m'avait, moi, énormément marqué dans l'île au trésor. Et Jimo, c'est ça, hein, Jimo, c'est le fils du capitaine qui est tué par la bande de malfrats qu'on voit là en camailleux de violet, les Space pillards, comme on les appelle. Donc, ce sont des pirates de l'espace, malgré tout. Mais le capitaine meurt. Donc, déjà, dans un titre jeunesse, c'est un peu curieux, mais le capitaine meurt dès la 3e page, d'une balle dans la tête. Après, le capitaine du vaisseau, par extension, c'est Jimo, à partir de la mort du capitaine, parce qu'il en a décidé ainsi. Alors que le second pensait qu'il allait pouvoir prendre les rênes. Donc l'objectif de cet album, et enfin en tout cas tout au long des pages qui jalonnent l'album, ça va être de tuer Jimo, d'en attenter à ses jours, et ils essayent par tous les moyens. Donc c'est vrai, ouais, c'est très Tex Avery, c'est très Chuck Jones dans l'approche. Je trouve que c'est pareil en fait. Leroy, pardon, a un dessin qui évoque l'animé, qui évoque les cartoons de cette époque-là. Donc on a vraiment fait des gags format carré en 4 cases qui sont très très marqués Tex Avery. Enfin, je pense que voilà, ça parlera aux gens, celles et ceux qui le liront ou qui l'ont déjà lu, comprendront ce que je dis. Euh, c'est vraiment parfois des running gags sur les mêmes thématiques, mais l'idée c'est que, bien évidemment, ils essaient de tuer le gamin alors qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus malin que tous ces abrutis de pillards réunis. Donc ça, c'était un petit bonheur, hein, mais c'est un bouquin qui a été sacrifié parce que du coup, évidemment, Il arrivait un petit on nous peu. a dit qu'il n'y aurait pas de 2 avant même qu'on ait fini le 1, ce qui est psychologiquement parlant difficile à ingérer quand tu es en train de finaliser ce numéro 1, mais on l'a fait et je parle peut-être pour Leroy, mais je crois qu'on en est très fiers. Enfin, moi, en tout cas, je suis très très fier de ce livre-là. Euh, et tant pis. On va dire l'autre, tout à l'heure j'évoquais un autre auteur avec lequel tu as fait plusieurs albums, à chaque fois des one-shots. Alors je me rappelle plus quel est le premier, je crois que c'est peut-être celui-là. Je me rappelle plus, tu te rappelles plus du nom de l'auteur? Si, si, voilà, c'est Dominique Endo Euh, non, qui c'est pour pas le coup, celui-ci, c'est le deuxième. En fait, le premier, c'est ah, attends, je vais le mettre du coup. Hop, voilà, je savais plus quel était l'ordre. ouais, c'est ça. Drunken George, la légende du pire héros de l'Ouest, du coup, qui est un projet qui est passé entre plusieurs mains avant d'échoir à Dominique Enbo, un ami, toujours, encore une fois, euh, Qui a qui sorti j'ai le rencontré Remartel, le Stade Martel est super à la fin de l'été ouais, d'ailleurs. Je sais chez pas. Comics Initiative, ouais. Que j'ai rencontré à la boîte qui fait bœuf. Et du coup, c'est quelqu'un que je ne lâche plus ou qui ne me lâche plus depuis le temps. Et on affectionne de faire des albums ensemble. Et Drunken George, c'était notre première collaboration euh, où je lui ai proposé l'histoire de ce gars qui devient une légende de l'Ouest qui arrive à faire des hauts faits, hein, qui sont vraiment des trucs héroïques. Il sauve un village, il empêche des Amérindiens euh, de, de prendre un train en otage, mais il ne se rend jamais compte de rien parce qu'il est bourré H24, c'est un alcoolique fini, donc voilà. C'est pareil, c'est vraiment un anti-héros et jusqu'à la fin de l'histoire, ça restera un salopard fini, même si à un moment donné, on pense à une rédemption. Voilà. C'est un bouquin qui, scénaristiquement parlant, c'est moi au départ et en même temps, c'est beaucoup de discussions avec Dom sur les gags, sur la dramaturgie qu'on veut y mettre, sur la profondeur qu'on veut y mettre, parce qu'au début, bien évidemment, c'était un récit qui était destiné à n'être que conneries. Et à l'arrivée, c'est un peu plus que ça quand même. Et ça, c'est grâce à Dom. Enfin, c'est lui qui a injecté ça dans le récit. Et c'est en ça que j'apprécie de travailler beaucoup avec lui, même si on s'engueule parfois. C'est du coup l'implication qu'il y met. Lui aussi est un peu scénariste, bien évidemment. Et le ping-pong qui se crée quand on bosse ensemble est un des trucs les plus appréciables au monde. Euh, J'apprécie de travailler avec tous les gens avec qui je bosse, mais avec lui, c'est avec lui qu'il y a le plus d'échanges, il y a le plus de choses. C'est un truc que j'accepte, hein. Moi, les échanges et les remaniements et les propositions, j'ai aucun souci avec ça. Mais avec lui, je sais pas, c'est un plaisir
C'est un plaisir qui est décuplé. Je pense qu'il en a rien à branler de savoir si normalement, de règles scénaristes, dessinateurs, chacun reste de son côté, etc. Non, non, lui, il pète les barrières, il s'en fout et c'est l'objet de longues discussions, tergiversations, errances, parfois plantage aussi, hein, bien sûr. Mais c'est un bonheur de bosser avec lui. Donc Et c'est pour sur ça qu'on a remis le couvert, effectivement. Drone George, quand même, il y a une question qui me taraude, en tout cas, depuis le moment où je l'ai lu, c'est qui a eu l'idée Je de m'inquiète un petit peu, mais vas-y. cette utilisation peu commune de la carotte? Voilà, c'est ça. Bah ça, c'est ma petite touche où du coup j'ai du mal à m'en empêcher. Effectivement, pour qu'on 5 comprenne fruits et bien légumes de par quoi jour. parle Michael. Tu veux montrer la planche? Non, quand même pas. Non, non, je disais 5 fruits et légumes par jour, évidemment. Ah oui, là pour le coup, on a au moins un légume. Mais c'est pas ingéré du bon côté. Mais du coup, oui, bah, voilà, je sais pas, Tout est j'ai dit. toujours ce petit truc qui revient et effectivement, dès les premières pages, on voit une jument qui se prend une carotte dans le cul. Mais bah, c'est peut-être aussi à un moment donné pour donner le là et pour dire voilà, à partir de maintenant, vous savez que vous allez lire une histoire qui est pas du domaine du sérieux, donc essayez de tout prendre à la vanne, quoi. Donc c'est peut-être un petit warning au début, un petit disclaimer en disant voilà, ne me prenez pas au sérieux quand je fais les choses. Il y a Et un petit côté bon, la méta dans carotte dans lequel le cul, c'est vous pas apparaissez. systématique, mais ça tourne beaucoup autour de ça, quoi. Oui. Il y a un côté méta aussi dans lequel tous les deux vous apparaissez également Ouais, en manière détournée dans ouais, la ouais. pièce. Bah, oui, 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 c'est ça. Ben, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'était notre première collaboration, donc on était un tout petit peu en train de s'apprivoiser l'un l'autre, hein. On se connaissait déjà depuis un certain temps, mais entre se connaître et bosser, il y a quand même un delta qui est, euh, qui peut être très, très, très large. Et à l'époque, ouais, ouais, on s'est tapé des barres de rire, mais vraiment, bah, en off, hein, bien sûr, parce que du coup, ça ne concerne que nous, normalement, la création du bouquin. Et je me suis dit, putain, avec des scénettes, il faut vraiment qu'on raconte ce truc-là, vraiment toutes les réflexions qu'on a pu avoir. Donc, toutes les scénettes qui sont dans le bouquin ou qui nous représentent, sont pas du domaine. Alors, bien évidemment, c'est exagéré, mais c'est véritablement arrivé, quoi. C'est de la fiction exagérée, mais c'est vraiment des réflexions qu'on a pu avoir qui ont été l'objet de marades et qui se retrouvent ensuite comme tu dis, en espèce de parenthèse entre chaque chapitre, qui sont un peu effectivement méta. Euh, mais c'était marrant de le faire aussi pour ces raisons-là, quoi. Montrer, enfin, du coup, que les gens comprennent qu'on avait fait cet album avec plaisir et délectation. Et vous avez enchaîné avec ça. Voilà, Oui. dans le bon ordre. Samy Je crois pas Parade. qu'il y ait de carottes dans le cul sur cet épisode-là, mais Non. il y a un peu de, il y a un peu de pédophile quand même. Il y a un peu de, voilà, on a l'humour qu'on mérite, hein, bien sûr. Mais, euh, mais ouais, c'était pareil en fait, un projet de longue date qui a connu moult remaniements. Et puis avec Dom, en fait, on a fini par choper cette forme-là, qui est un bouquin que j'affectionne aussi moi, avec une espèce d'atmosphère très curieuse qui est due notamment au dessin de Dom, hein, qui est un dessin que moi, je trouve absolument virtuose, mais qui est quand même un peu difficile à appréhender. Et c'est pas forcément pour tout le monde, je suppose, mais une fois qu'on regarde, qu'on y met qu'on y pose les yeux, qu'on accepte d'y poser les yeux, je trouve que bah du coup c'est virtuose. J'ai pas d'autres mots et c'est pour ça que c'est aussi appréciable de travailler avec lui. Donc ça donne une espèce de couleur un peu encore une fois, je trouve. Allez, Hensonienne, on a un espèce de Muppet Show un peu défoncé avec les personnages qu'on retrouve dans cette bande dessinée-là. Et pour la petite histoire, on a appris le diable est dans la classe, voilà, au lieu de le diable est dans la place, qui est une expression consacrée. Et le Sami Parade, finalement, c'est un jeune démon avec une grande gueule qui est envoyé sur Terre pour pervertir un maximum d'âmes, parce que bah, le paradis et l'enfer se tirent un peu la bourre au niveau des âmes, en tout cas pour l'Apocalypse, hein, du coup, comme ils vont se mettre sur la gueule, enfin, comme c'est annoncé que ça doit se passer comme ça, euh, eh ben, il leur faut un maximum de gens dans leur rang. Et là, vraiment, l'idée, c'est d'essayer de mettre pas mal de monde du côté des enfers. Et lui arrive en disant qu'il a une solution. Finalement, il n'en a pas, donc il va voir sa grand-mère à l'EHPAD des grands anciens, qui est en train de se faire un lavement. Donc oui, effectivement, il y a encore un rapport avec le trou de balle. Il va falloir que je gère un truc avec ça. Et du coup, elle lui conseille de faire une bande dessinée, parce que la bande dessinée, c'est le truc qui pervertit le plus les jeunes.
Ce qui est une idée répandue aux États-Unis à une époque, hein. C'est pour ça qu'on a eu du coup Même en France, hein. le fameux code et qui est peut-être encore en vigueur aujourd'hui, mais à une époque, on était obligé de mettre ce petit code. J'ai plus le nom exactement, je l'ai même Une pourtant, code, le petit. Comment? le petit parental advisory, ces choses-là. Parental Advisory, ouais, mais ça avait un autre nom, je crois, de mémoire, mais en tout cas, Les voilà, comics, c'était histoire de dire, voilà, si vous achetez ça pour vos gamins, ayez bien conscience que c'est pas forcément fait pour eux et que c'est susceptible de les pervertir. Il y avait même voilà, des politiques et même des religieux de l'époque qui étaient partis en guerre contre les comics. Donc ça partait de ce postulat-là. Et puis après, voilà, il intègre une école catholique, bien sûr, pour un démon, rien de plus normal. Et il échafaude ce projet de bande dessinée à grande échelle pour pervertir la jeunesse de France et de Navarre. Est-ce que ça va réussir ou pas? Bah ça, je laisse les lecteurs s'en rendre compte. Mais ouais, c'était très chouette de faire ce bouquin-là, encore une fois, avec Dom, quoi. Avec une approche qui est encore une fois vraiment différente de ce qu'il a pu faire sur Drunken George. et Et ensuite, bah, du coup, ça nous amène à Bande de Pirates chez Dargo, ouais, où du coup, on a envoyé un, un dossier. On avait envoyé un dossier à plusieurs éditeurs. Et du coup, quelques mois plus tard, Dargo nous répond. Alors, Dargo s'était même perdu en fait dans les spams de Dominique. On lui répond en disant écoutez, on trouve ça super. Graphiquement parlant, on va pas se mentir, il trouvait ça super graphiquement parlant. Il trouvait que l'humour était sympa aussi, mais je pense que c'est vraiment plus le dessin de Dom qui les a attirés. Euh, voilà, et on a fini par signer chez Dargo sur une série de strips, toujours avec une histoire au long cours. Les strips servent à amener un espèce de récitatif qui tient tout l'album, avec une fin ouverte. Bon, malheureusement, il n'y aura pas eu de deuxième album sur Bande de Pirates, les ventes n'ayant pas été suffisamment concluantes. Il était sorti en même temps que Viking dans la brume de Lupano, et j'ai mangé le nom du dessinateur, je m'en excuse. Euh, on était sur une collection non assumée en fait, hein. C'était vraiment la même maquette, les mêmes propositions de, de strip, etc., etc. Donc je pense qu'on était sur quelque chose qui devait vivre en même temps que Viking dans la brume, peut-être profiter un petit peu de son effet d'aspiration ou pas, j'en sais rien. On va pas refaire l'histoire en tout cas, voilà. Malheureusement, il n'y aura pas de suite, mais pareil, un album dont je suis très content. Je crois que c'est celui sur lequel on s'est pas mal écharpé un petit peu sur des choix à faire, sur des trucs comme ça. Peut-être parce que l'enjeu était, en tout cas de notre point de vue, et ça j'en suis revenu, plus important parce que c'était chez Dargo, mais finalement, gros éditeurs comme petits éditeurs, on essaie de faire les bouquins de la meilleure manière qui soit. Donc voilà, mais ouais, j'ai un souvenir où on s'est un peu pris la gueule, mais bon, bah voilà, on se prend la gueule. Et puis 5 minutes après, c'est totalement oublié. Donc ça fait partie aussi de la vie, ouais, ça la va c'est création pour aller d'un dans le bon livre, très certainement. Comment? c'est pour aller dans le bon sens. Oui, c'est ça, c'était pour aller dans le bon sens. Donc ouais, livre dont moi, encore une fois, je suis très fier. Et je suis pas fier de tous mes bouquins, mais celui-ci, j'en suis très fier. Très fier de l'avoir fait avec Dom, très fier d'avoir travaillé aussi avec, enfin très content d'avoir travaillé avec Ryoun à l'époque. Mais bah voilà, l'aventure d'Argo pour nous s'est arrêtée là. Bah, elle est pas finie, hein, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, en humour, ça s'est arrêté à un album, Bande de Tu n'es Pirates. pas, tu n'es pas en train d'annoncer une reprise de Black Sad, visiblement. Non, non, on n'y est pas encore, non. L'autre titre, on y reviendra dans une autre émission sur lequel tu as bossé avec Boris Bezelin, hop, avant de faire le focus sur l'objet du jour, hop, c'est Paria. Paria, donc, dont vous aurez le plaisir prochainement de découvrir le troisième volet. Je remonte les couvertures. On en parlera plus longuement la prochaine fois. Voilà. Déjà 3 tomes. Le temps passe vite. Non, non, on n'en Hein. parle pas. On n'en parle pas, bah oui, mais hop là, ça nous permet de montrer ces fort jolies couvertures et cette maquette adaptée au style de Très belle récit maquette. qu'est Paria. Une, une maquette inventive, bien pensée. On se demande qui l'a fait. C'est Je toi. sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de bien avisé, hein. Et pour le coup, on en vient au sujet du jour, en fait, puisque comme en fait, tu vas avoir deux nouveautés la même semaine, autant débuter par celles des tout petits. On va parler un petit peu de ta série Papy Génial, où tu es, pour le coup, le seul et unique maître à bord. D'où ça vient, tiens, Papy Génial?
avant de parler du Ouais, dernier volet. c'est la seule fois où je suis solo, hein, parce que du coup, je l'ai fait aussi sur Alice au Pays des Merveilles, mais c'était il y a longtemps et Ouais. c'était pas de la bande dessinée, donc là, c'est vraiment la seule fois où je suis tout seul aux manettes. Et c'est excitant tout autant que c'est effrayant. Et Papy Génial vient d'un personnage en fait que j'ai pu dessiner au coin d'une page et où Olivier Supio me dit mais franchement c'est bien ton truc quoi. Faut que tu le proposes quoi, faut vraiment que tu le proposes. Ça c'était il y a des années, hein. C'était la première forme de Papy Génial. Je l'avais proposé à Milan, ça avait failli le faire avec Fred Manger à l'époque qui m'avait dit Banco, ça me plaît bien. Et puis bah finalement il est parti de chez Milan et il semblerait que ça ne plaisait qu'à lui parce qu'il n'y a pas eu de suite derrière. Et puis voilà, je l'ai gardé au fond d'un tiroir, comme toujours. Et puis Olivier me faisait régulièrement Des la relances. réflexion que c'était con, que j'avais arrêté, que je devais continuer, que je devais reproposer. Et puis voilà, les années étant passées, le dessin ayant évolué, j'avais envie de le redessiner et j'étais parti sur quelque chose de beaucoup plus en face. Enfin, la forme finale actuelle de Papy Génial me correspond plus aujourd'hui au niveau de mes desiderata graphiques, de mes envies, que ce que c'était à l'époque. Donc ouais, c'est un papy qui a inventé une bulle. Alors, le premier titre, parce que du coup, on a réduit chez Comics Initiative, tu m'avais dit, et il y a juste le titre d'ailleurs, que ça devait juste rester Papy Génial. Parce que moi, j'aime les titres à rallonge, hein. Bien souvent, j'emmerde les gens avec ça. Je suis verbeux, je sais pas pourquoi. Mais c'était Papy Génial et sa bulle qui va partout. Allié à ça, le titre qui est le gros robot de l'espace, pas gentil du tout. Voilà, normalement, des fois, il y a des gens qui affectionnent de foutre juste un mot-clé pour un titre, un nom de personnage, un nom de ville, un nom d'artefact, n'importe quoi. Moi, je sais pas, j'ai besoin de foutre des mots. Et à chaque fois, c'est très long, voire trop long. Et du coup, c'est devenu Papy Génial. Donc, ouais, il invente une bulle qui va partout pour emmener ses petits-enfants bah, partout, justement. Et il y a un ordinateur au sein de cette bulle. Donc c'est très simple, hein. En fait, c'est une espèce de fente qui ressemble à un destructeur de documents, sauf que ce n'en est pas un. Et quoi qu'on mette à l'intérieur, que ce soit un jouet en plastique, que ce soit un album de bande dessinée, que ce soit un magazine, une photo, un tableau, n'importe quoi, ça nous emmène en fait dans l'univers qui est représenté dans l'objet qui est glissé à l'intérieur. D'accord. Et effectivement, on est déjà à 3 tomes. La particularité de Papy Génial, c'est que c'est muet. Donc c'est une narration qu'on appelle, en, j'ai plus le terme, c'est terrible, Euh, ça ne me reviendra pas. une narration, en tout cas, basée uniquement sur En le lecture visuel. autonome, voilà, c'est de la lecture autonome, c'est-à-dire que les enfants peuvent le lire avant d'avoir appris la lecture. Souvent, c'est aux alentours du CP enfin, c'est pas aux alentours, c'est au CP qu'on apprend la lecture à proprement parler. Et là, ils peuvent s'en emparer dès 3 ans, selon Michael. Parce que moi, j'étais un peu plus tardif que ça, mais effectivement, Adam, il les a eu dès 3 ans. Même avant. Donc, Même avant, comment? même avant, il avait même pas 2 ans et demi qu'il les regardait déjà et qu'il les comprenait. In utero, carrément, in utero, il les a lus. C'était Hum. très bien. Lecture Mais pas oui, facile. je pense On a réussi. qu'effectivement, on peut les faire lire très jeunes, quoi. Moi, j'ai toujours un petit peu cette défiance où du coup, je me dis, ah, je sais pas si. Et oui, il y a des gens qui me prennent le bouquin. Je vois les lecteurs en festival. Des fois, tu as des gamins de 2, 3 ans qui sont attirés par le dessin déjà dans un premier temps. Donc ça, c'est une première mission qui est réussie pour moi. C'est que le dessin est attirant, les couleurs sont attirantes sans doute. Voilà, les parents le lisent une première fois et après l'enfant s'empare de l'histoire. Et la relisibilité, elle est là en fait, parce que quand on est gamin, on affectionne en fait de maîtriser les histoires. Je sais pas, on aime être surpris, mais peut-être que ça vient un peu plus tardivement. Et là, pour le coup, le fait qu'ils maîtrisent l'histoire et qu'ils soient capables aussi de réinventer un petit peu les dialogues qu'ont proposés les adultes, je trouve que c'est quelque chose d'important pour eux. Et puis, ils inversent les rôles. Souvent, ils font la lecture aux parents. Il y a pas mal de parents qui me disent, il nous les lit, il invente des trucs qui sont pas dans l'album. Mais c'est pas grave, en fait. Au contraire, c'est, je trouve, un bel effort d'imagination. Et puis moi, je rêve de ça, en fait. Je rêve de raconter une histoire et puis que les petits lecteurs en fait s'en emparent et fassent une proposition autre avec des images que je leur impose hein, quelque part, mais qu'ils aient cette capacité d'émerveillement qui fait que du coup ils aillent au-delà de ce que j'ai proposé et puis que
ils fassent un peu comme s'ils avaient des jouets entre les mains. Pour moi, c'est ça, en fait, concrètement. C'est vraiment un hymne à l'imagination. Donc, c'est aussi pour ça que j'écris pour les enfants et que je dessine pour les enfants. C'est que c'est un public absolument merveilleux, qui a encore plein de choses à découvrir, plein de territoires à défricher. Et ils sont d'une fraîcheur incroyable. On retrouve pas forcément chez les adultes parce que malheureusement, même si on lutte vachement contre ça, je trouve qu'on perd un peu tout doucement cette capacité d'émerveillement qu'ont les enfants. Et c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc ouais, je crois que j'écris pour les enfants et je dessine aussi pour ces raisons-là, quoi. Et l'une des particularités, donc tu le disais, lecture autonome, pas de texte, ce qui va à contrario avec ta volonté de mettre des titres très longs, qu'ils ne peuvent pas lire. Bravo. Bah, c'est Bravo. peut-être pour compenser, j'en sais rien. Alors si, il y a du texte en fait, parce que du coup, il y a les pages de garde. Je suis d'accord. Euh, une proposition de Michael, un rendons à César ce qui appartient à Michael, encore une fois, Ouais. où du coup on explique. On a une espèce de petit tuto en début d'album où Papy prend la parole pour la seule et unique fois de l'album, euh, où il explique la manière Après, ce qui est étonnant, c'est que bon, bah, c'est ni plus ni moins comme s'il prenait la voix ou de Michael ou de la mienne, euh, parce qu'on explique en fait comment lire le bouquin, on présente les personnages vite fait, et puis après, voilà, c'est parti, ça déroule, quoi. Voilà Ça permet exactement. S'il est petit, de, il est grand. En général, ça permet de faire la transition entre les parents, en fait, qui expliquent un peu les règles de la lecture. Et du coup, les enfants qui, derrière, en fait, ont compris, hein, c'est bon, il y a papy, il y a les petits-enfants, il y a un chien robot. Et avec la bulle, on va les faire, on va les suivre différentes aventures, ce qui est forcément, je dirais, pratique pour eux. Voilà, donc c'est vraiment le seul élément qu'on va retrouver textuel dans la lecture, puisqu'après, il y a d'autres choses qu'on trouve à la fin. Mais, euh, mais je voulais aussi revenir vite fait sur les différents tomes. C'est vrai qu'on a le premier volume qu'on va retrouver ici, donc le gros robot de l'espace, pas gentil du tout. Et il faut savoir que, comme souvent, on aime bien faire des petites couves collector. Et là, pour la première, en fait, c'est plutôt sympa de voir qu'on retrouve déjà, hop, la couleur est dégueulasse, désolé, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Bref, on la refera. Allez sur le site, vous verrez, elle est plus jolie. Une couverture faite par Olivier Supio, pour le coup, qui nous avait fait le plaisir de répondre présent à cette occasion. Et puis c'est vrai que le premier album, en tout cas, tu jouais avec un sujet qui est celui des robots. Sur le deuxième, on change de sujet. Cette fois-ci, on va plutôt sur le côté licorne, autre icône des enfants, en fait. Hein. Pourquoi Ouais, cette alors licorne? un peu, même si j'essaie d'éviter les clichés, en fait, je me rends compte que je fonce tête baissée dedans. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que les licornes, c'est autant les garçons que les filles. Et même si on voit peut-être que du coup, il y a encore des codes couleurs en présence, c'est un peu dommage parce que moi, je le fais pas forcément pour ça. Hein. Notamment sur Jimo qu'on a vu tout à l'heure, je m'étais un peu battu pour avoir un titre rose. Parce que pour moi, c'est pas genré. Et la question, en fait, s'était posée, en fait, du rose. Ouais, mais rose, ça va être pour les filles. Ça va nous couper des petits garçons, etc., etc. Donc, bon. Je suis pas dans ce genre de débat-là et je trouve ça personnellement complètement con. Donc, même si c'est fait innocemment, il y a quand même un côté où on a l'impression quelque part que le premier tome est fait un peu pour les garçons et le deuxième pour les filles, pas du tout. Clairement, on a autant de lecteurs garçons qui disent en fait les licornes. Et comme tu dis toi-même, la licorne, que ce soit garçon ou fille, même si quelque part c'est un tout petit peu plus les filles, ça reste tout à fait multisexe, je sais pas comment dire, hein, mais tout un chacun peut se retrouver. Et ce qui est pas important, finalement, c'est juste des ingrédients qu'on ajoute à une recette. Mais dans les faits, en fait, toutes les histoires, voilà, sont pour tout le monde, quoi. Il y a pas il y a pas de sexe dans les histoires. Il y a pas ne doit pas y avoir d'appropriation. Je sais pas. Je suis en train de m'embarquer dans un truc un peu curieux, mais dans l'idée, voilà. Et le Et puis, deuxième alors, le deuxième, peut-être que c'est un peu plus marqué fille pour la bonne et simple raison que c'est Ninon qui prend les devants et qui, là, pour le coup, met le magazine de la reine Bling Bling dans l'ordinateur. Alors que dans le premier, c'est plutôt Oscar qui du coup, met ça dans l'ordinateur. puis là, on avait une proposition graphique très différente encore de Xavier. C'est ça qui Voilà, est on se chouette, voit. en fait, avec les couvertures collector, c'est qu'on a quelqu'un qui s'empare de tes personnages graphiquement parlant, et c'est toujours hyper gratifiant. Bon, après, bien évidemment, je trouve qu'ils font bien mieux que ce que je n'aurais fait moi.
Après, là où je prends ma revanche, c'est que souvent, quand il y a les couvertures en proposition sur les salons, ils choisissent les miennes quand même régulièrement, et ça, c'est plutôt, c'est plutôt bien. Mais je trouve quoi que graphiquement parlant, que ce soit Olivier, que ce soit Xavier, ou le troisième que tu veux peut-être pas encore forcément dévoiler, mais qui va certainement arriver, Ça va bah, arriver. du coup, ils ont des propositions assez géniales sur nos personnages. Et là, le coup de la cage, en fait, qui est submergée de pièces, comme si on était dans le coffre-fort de Picsou et qu'elle est posée avec une composition en triangle absolument géniale qu'on voit ici. Bon, bah, bref, voilà, je trouve que je suis toujours très client de ce genre de choses parce que ça me, ça m'émeut, en fait, tout simplement. Ça me fait plaisir. Et puis, du coup, je trouve que, bah, voilà, ils ont des propositions et des idées dont je peux bien évidemment me nourrir pour améliorer mon univers. Et puis, hop, pour le Rose et violet sont les couleurs préférées de Ronan Toulois. Bah, on l'embrasse d'ailleurs, Ronan, au passage, qui nous a fait la couverture collector du tome 2 de Paris. Donc tu vois, la boucle est bouclée. Et il a bien raison, en fait, le rose et le violet, moi, j'adore. Franchement, c'est un truc. Ce sont deux couleurs que j'affectionne particulièrement et que je qui remettrai font à toutes les sauces, bien évidemment. Pour le coup, j'aime pas du tout les couvertures faites par quelqu'un d'autre. Ah, qui c'est qui oui, alors, voilà. Il y a peut-être ce côté-là aussi chez les enfants, effectivement. Je réponds, bah, je vais peut-être lire parce que du coup, s'il y a des gens qui regardent sur le chat, Hélène qui met pour le coup, j'aime pas du tout les couvertures. Bon, bah, c'est bien. Faites par quelqu'un d'autre. Souvent, j'attrape un bouquin pour sa couverture en ouvrant, j'ai l'impression de me faire avoir. Il y a ce côté-là, effectivement, qui me dérange aussi un peu. C'est né avec les comics, ça pas mal. Du coup, quand j'achetais des comics, on avait une couverture qui pouvait être faite par un autre auteur, ce qu'on appelle les variantes aux États-Unis, les variantes cover. Et à l'intérieur, tu fais waouh, c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. Néanmoins, il y a quand même des gens qui sont friands de, de, de versions collector et puis ça fait l'occasion de bosser avec les copains. Donc c'est peut-être un truc un peu égoïste, mais en tout cas, c'est chouette d'arriver. et donc la nouveauté, après tant d'attente, on y Arrête de arrive? parler. Non, mais c'est pas t'inquiète. C'est Et un enfin le titre très court, encore une fois, les dinosaures qui avaient besoin de lunettes. est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi les dinosaures? Bah, parce que c'est Pourquoi le cool les sujet dinosaures. des Ah, en fait, dinosaures encore une maintenant? fois, je me raccroche à mes passions de jeunesse, quoi. Moi, j'ai été, j'étais fan des robots très rapidement, donc je pense qu'on peut citer Goldorak là pour le coup sur les robots géants. On peut citer Bioman, on peut citer tous ces trucs-là qui m'ont beaucoup marqué et ont fait que j'ai de l'appétence pour ça. Alors les robots, c'est un truc que j'adore dessiner déjà de base, donc c'est vraiment un rapport très égoïste au dessin. Les dinosaures, c'est un truc que j'adore dessiner de base, donc il y a des dinosaures. Les licornes, peut-être un peu moins, mais les licornes, c'est pareil. C'est l'univers des licornes, voilà, j'ai toujours aimé Mon Petit Poney. La série animée qui est sortie il y a quelques années est absolument géniale. Si vous êtes passé à côté, il faut vraiment aller la voir. Les jouets, j'en ai jamais eu des Mon Petit Poney parce qu'on était à l'âge où ah non, jamais de la vie j'achète ça. Les autres, ils vont se foutre de ma gueule. Mais je trouvais les objets déjà très classe à la base. Et cette revisite de Mon Petit Poney par une autrice dont j'ai mangé le nom. J'ai l'artbook à la maison, c'est un peu une honte de pas s'en rappeler. Mais c'est graphiquement parlant très en phase avec ce que j'aime moi regarder. Et ça donnait un espèce de renouveau à l'univers qui s'est enrichi. Et les licornes sont géniales. Alors Mon Petit Poney, je sais que ce n'est pas que des licornes, mais il y a quand même des licornes dans le lot. Donc, oui, à chaque fois, c'est des trucs que je vais piocher dans mon parcours à moi, dans mon enfance, et du coup que je remets en, en place dans mes récits, parce que j'imagine que je suis pas le seul gamin au monde à aimer les dinosaures. Enfin, je suis pas le seul gamin. J'ai pas été le seul gamin, et je pense que même ceux d'aujourd'hui, en 2025, sont fascinés par les dinosaures. Il y a un truc fascinant avec ces bestioles disparues, immenses, géantes. Bon, après, le marketing autour est quand même plutôt bien foutu, mais ça a toujours été un espèce de fantasme généralisé, les dinosaures, les robots géants aussi, les licornes. Donc ouais, je marche à ça, quoi. Et à chaque fois, je me prends une thématique et j'essaie de développer une histoire autour. Donc là, l'idée, c'est que Papy, plutôt que de se rendre à un endroit, il se rend à un endroit, hein, bien évidemment, mais il remonte le temps, surtout jusqu'à l'ère des dinosaures, et il tombe sur des dinosaures qui sont bigleux, qui ne voient pas très bien. Ça pourrait peut-être être une explication à leur disparition,
Euh, euh, mais voilà. Donc, sur ce postulat tout bête on fait connaissance avec des dinosaures qui avaient besoin de lunettes, on développe toute une petite histoire, des choses avec des enjeux scénaristiques qui sont pas forcément très compliqués, bien sûr, mais en tout cas où j'essaie de mettre du rythme, du coup, qu'il y ait des péripéties qui s'enchaînent. Euh, voilà, là, pour le coup, typiquement, il tombe sur un dinosaure. Alors, on est plus sur je sais même pas ce que c'est un iguanodon. Non, un dilophosaure. Un Dilophosaurus, pardon. Alors, revisiter à ma sauce, hein, bien sûr, évidemment. Parce que, bon, après, on s'en fout, hein, on savait pas quelle couleur ils avaient, ni quelle tâche ils avaient, donc on peut faire un peu ce qu'on veut là-dessus. Et puis, au niveau de l'échelle, je suis beaucoup plus grand que ce qu'ils étaient véritablement. Mais c'était pour avoir ce gag de départ, à savoir, bon, je pense qu'on comprend aisément que, du coup, le dinosaure va confondre la bulle de papy et de ses petits-enfants avec du coup ses œufs, à tel point que comme il voit pas très très bien, que les cases sont floues pour ces raisons-là, il pense effectivement que ces petits ont éclos parce que juste avant ils ont mis des masques de dilophosaures, voilà qu'on voit ici là, et voilà. Donc bah, la maman est très aimante, hein, et par contre eux bah, ils savent très bien que c'est un dinosaure, que eux ne sont pas des dinosaures, donc c'est la trouille qui l'emporte en premier. Donc il y a toujours des petits pictos voilà, qu'on peut utiliser aujourd'hui, qu'on revoit, que très certainement les enfants croisent hein, sur les réseaux sociaux. Alors ils vont pas sur les réseaux sociaux, mais Et malgré même tout, dans c'est la des vie. signes rémanents qu'on intègre tous. Le stop, bon, bah, marche pour tout un chacun. L'ampoule, ce sera toujours l'idée. On fait des zooms de temps en temps. Voilà, je mets que la batterie est à plat, donc bah, du coup, il n'en peut plus de courir, il en a marre. Donc eux, ils arrivent à s'enfuir en Jeep. Et puis après, s'ensuit une série d'événements qui vont résoudre à chaque fois à la fin. L'idée, en fait, c'est de déclencher une situation et qu'elle se résolve. En fait, c'est un récit qui est très simple, hein, très, 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 très basique. Mais Qui est très feel good, il y a, ouais, toujours. qui est très feel good aussi. C'est-à-dire que Oui, il n'y a pas vraiment de méchant. S'il y a un problème, ça se résout. bah, et Il y a un puis côté s'ils sont méchants, c'est qu'ils ont une bonne raison de l'être, quoi, sur le principe. Donc ouais, ouais, j'essaie d'avoir un peu cet univers-là. Mais avant tout, faut que les histoires me plaisent à moi. Tu vois, faut que je me projette en tant que lecteur de 4-5 ans, ce qui est juste pas possible. Mais j'essaie de composer avec mes souvenirs, de me dire, tiens, qu'est-ce qui m'a fait à l'époque marrer, qu'est-ce qui m'a laissé des traces en tant que lecteur, des trucs dont je me souviens des années après, où je me dis, putain, c'était quand même très très bien vu et c'est resté marqué dans mon esprit. Donc j'essaie de composer avec tout ça pour faire les histoires et puis développer ce petit univers. Et, euh, et c'est surtout un prétexte en fait à changer d'univers quasiment à chaque fois, quoi. On a la même veine graphique, hein, je vais pas me mettre à dessiner différemment. Je ne suis pas Jocelyn Billard, mais du coup, j'ai pas envie de toujours dessiner les mêmes choses, le même environnement urbain, le même. Donc l'idée c'est de voilà d'utiliser des codes couleurs qui vont être différents, de travailler avec des complémentaires, avec voilà tout ça pour amener des histoires qui sont assez chatoyantes graphiquement parlant déjà, et puis qui bah, encore une fois racontent des petites choses euh, tout à fait innocentes, mais plutôt marrantes. Ouais. C'est ce que j'essaie de faire de faire transiter à travers Papy Génial. Tiens, puis hop, juste pour la montrer, parce on a montré celle de Xavier et d'Olivier, la couverture collector de ce tome 3 avait été Attention les faite yeux. par Dominique. Dominique Enbo. Les enfants sont fans de ces dinosaures avec des gueules absolument improbables. Comme dirait mon fils, Donc ouais, ils ont la des boucle est drôles de bouclée tête. en fait. On voit il y a tous les potes qui du coup ont fait une couverture collector. Après pour les prochains, bien évidemment, j'ai pas besoin d'aller chercher très loin, hein. Je peux tout à fait demander à Pauline, à Boris, voilà, rester dans le giron des gens avec qui j'ai affectionné de travailler. Et J'avais une je suggestion, mais trouve ça très sympa. Pardon? je t'avais trouvé quelqu'un qui a des bulles, mais on en reparlera. À quel début cette année là? Ouais. Ah, tu veux pas qu'on en parle? Mais je sais même pas, j'ai pas de souvenir. Eh ben, je suis sûr que tu seras ça peut se faire. Hop, tiens, juste petit truc à dire aussi, si j'arrive à l'enlever, l'ajouter à la scène pour Mais que j'ai un ça vous. truc pour Hélène qui disait tout à l'heure qu'elle aimait pas les couvertures faites par quelqu'un d'autre. Elle peut acheter les deux, il n'y a aucun souci, hein. C'est une solution qui marche très bien. Ça marche, c'est vrai, effectivement, c'est même recommandé, hein, apparemment. Hop, Fortement recommandé. voilà. Donc une petite particularité aussi dans Papy Génial, c'est qu'à chaque fin d'album, on a en réalité
un petit peu de lecture en plus, en fait, un petit truc qui fonctionne bien chez les plus jeunes. Hop, c'est notamment alors là, ça affiche pas en double page et je remercie pas mon viewer, mais en tout cas, il y a des, je vais retomber sur une bonne page. Voilà, voilà, voilà. Là, en l'occurrence, on va se retrouver avec, des petites activités, que l'on met en fin d'album et qui permettent finalement aussi aux enfants, un peu comme ce que tu avais fait dans Félicitrouille, notamment, ou dans Rulio Biscotto, d'avoir l'envie pour les enfants d'avoir une sorte de relecture permanente. Et ça, c'est une chose qui est présente dans chaque volet, pour info. Et ça permet souvent, moi j'aime, enfin en tout cas je l'ai testé, et en tout cas c'est approuvé, c'est que ça permet souvent aussi de faire une seule lecture aux enfants et de couper cette envie d'imaginaire finalement en revenant sur du terre à terre qui est le jeu avant de, je sais pas, s'endormir, faire la sieste, etc. C'est un côté qui fonctionne bien. Et c'est vrai que sur les enfants, cette alternance entre imagination et jeu fait que ça matche bien au niveau de la lecture. Et voilà, donc Tony, depuis qu'on a refait le premier volume, depuis le gros robot de l'espace, pas gentil du tout, mais en tout cas intègre des activités en fin d'album. Et est-ce qu'on peut montrer... Ah mince, bah, je l'ai montré en fait. Le prochain sujet, merde. Désolé. Voilà, bah écoutez, on voit Retour d'une citrouille. Serait-ce un crossover? Non, 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 non. Alors c'est marrant parce que Pauline m'a fait la réflexion en me disant, bah, j'ai dit non, non, c'est juste que du coup, on est sur Halloween, qui est un univers bah, fantasmagorique, graphique, super intéressant, avec plein de choses à dessiner. Et donc l'idée, ouais, c'était de faire un manoir. Donc oui, effectivement, je suis parti d'une histoire que j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire que Papy et ses petits-enfants sont en train de découper des citrouilles. Donc tout se passe bien jusqu'à ce stade-là. Elles prennent vie à partir de ce moment-là, parce que du coup, ça c'est toujours quelque chose qui m'a habité. Je trouve que la, le légume en tant que tel, est-ce que la citrouille est un légume? C'est pas trop un souci de se planter là-dessus, mais voilà, à partir du moment où on lui donne un visage, du coup, elle commence à avoir de la présence et, euh, et au moment où Ninon approche la bougie pour la mettre à l'intérieur, là, elle prend peur parce qu'elle a peur du feu et elle fuit. Et l'idée, c'est d'essayer de retrouver en fait cette citrouille qui, bien évidemment, va aller se réfugier dans un manoir hanté et ils vont croiser un petit peu tous les classiques de la maison hantée, que ce soit le vampire, que ce soit. Donc, oui, effectivement, on revient un petit peu à Fée des citrouilles, mais pourquoi pas, après tout, hein, c'est un univers que j'affectionne particulièrement. Et je pense que les enfants affectionnent particulièrement Halloween, si je tiens compte du nombre de sonnettes qui ont retenti le soir du 31 à la maison. Voilà. Donc ouais, ouais, ouais. Dans un premier temps, faut retenir que c'est vraiment des univers que j'affectionne par-dessus tout et que je me dis que les enfants vont affectionner. Et très souvent, pour l'instant, je me suis pas trop planté. En même temps, je prends pas des risques énormes en faisant les dinosaures, les licornes et les robots. Et après Halloween, et du coup, j'ai encore pléthore d'univers à développer que les enfants affectionnent beaucoup. Donc, bah vivement la suite, quoi. Voilà, donc tu nous l'as déjà teasé, donc c'est bon. Pour le tome 4, Pardon, je ne devais pas le faire. c'est pas grave, très bien. Très bien. Ah tiens, bah, écoute, je te propose presque de rappeler que l'album sortira en librairie fin de semaine prochaine, déjà, ce tome 3 que vous voyez ici en visuel, les dinosaures qui avaient besoin de lunettes. Est-ce que je montre une des petites vidéos pourries? Oui, oui, bah tu rigoles ou quoi? C'est des vidéos qu'on a faites Je n'ai pas à honte. Saint-Malo il y a quelques temps, mais elles sont pas du tout pourries, tu plaisantes. Non, non, j'aime beaucoup, moi. Où on voit un éditeur mouiller la chemise. Alors normalement, il y a la musique de Jurassic Park hein, derrière, mais on n'entend pas là. Voilà, on a honte de rien si c'est pour défendre les bouquins qu'on aime bien. Il en a fait deux, hein. Il en montre qu'une parce qu'il est modeste, mais il en a fait deux. Ah oui, tu veux que même je monte la deuxième? Peut-être pas poussé. J'ai pas forcément dit ça, mais il y en a eu deux. Si, si, Donc, il y en a eu deux. oui, bah écoute, tiens, on va voir si je ne sais même pas comment c'est laquelle celle-là. C'est Reel 2. On va essayer de trouver, voir si je le retrouve. Putain, c'est où? Bon, en tout cas, ça, c'est des choses on n'hésitera pas à le mettre sur les réseaux sociaux, hein, quitte à s'assurer, comme on dit, la petite honte. Tiens, c'est parti, je crois.
Ah, celui-ci fonctionne très bien parce que tu fais marcher la mâchoire. C'était très dur de faire. Ton masque est génial, hein, puisque c'est le masque de Tony, évidemment. Mais c'est un masque pour les enfants. Voilà, donc personne ne peut s'empêcher de jouer avec. C'est ça le problème. Mais Donc en il tout faut, cas, je crois que c'est fait un peu pour ça quand même. bon, en tout cas, bon, en tout cas, on vous incite à diffuser la bonne parole autour de Papy Génial, de le proposer en tout cas à toutes les petites lectrices et lecteurs en herbe qui pourraient accrocher. Il y a déjà trois univers explorés par ce grand-père et ses petits-enfants. C'est hyper positif, c'est plein de jolies couleurs et voilà, c'est une série qui marche extrêmement bien auprès des lecteurs. N'hésitez pas à leur mettre dans les mains. Voilà, ça donne en tout cas, voilà, j'espère en tout cas que ça va vous donner envie de le conseiller, en tout cas de le relayer. Et je voulais aussi te remercier, Tony, pour ce moment partagé ensemble, Merci à toi. malgré un état de santé affaibli, je le sais. Euh, je- Ah, j'espérais que ça se voit pas, t'es pas obligé de le. Non, ça se voit Ouais, pas. ça a été, ça a été. C'est pour rigoler. En tout cas, donc, ouais, merci beaucoup à vous. Et puis, écoutez, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission avec peut-être encore Tony et un autre dessinateur, puisque cette fois-ci, en tout cas, on peut déjà l'annoncer à l'avance, ce sera consacré à la série qu'on a très rapidement esquivée ce matin pour nous conserver des billes pour la prochaine fois. Ce sera Paria avec le tome 3. Voilà. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Et puis, écoutez, à plus. Salut!